Quand on regarde un rapport du GIEC, moi je trouve ça passionnant, mais c'est une catastrophe, quoi. En termes de vulgarisation, c'est hyper austère. Alors ils essayent quand même de mettre des key facts, de mettre des trucs, les 10 pages à retenir, ça. C'est quand même illisible, quoi. On peut aimer ou ne pas aimer Jancovici, mais c'est quand même une de ses vertus, c'est de dire aux gens, écoutez, vous me proposez ça comme solution, on va calculer sur le coin d'une enveloppe façon physicien ou façon ingénieur dans son cas, et on trouve qu'on n'est pas au bon ordre de grandeur. C'est-à-dire que voilà, on va dire, tiens, la voiture électrique va nous réparer le problème de et on dépense tout de suite, et on se rend compte tout de suite que pour fabriquer un machin de 2 tonnes, on n'est pas dans les bons ordres de grandeur. Donc ces ordres de grandeur, ils permettent d'arbitrer, et ils permettent de se rendre compte un peu de où sont les vrais débats. Après, quand on veut rentrer dans le détail, évidemment, on doit dépasser la question de l'ordre de grandeur. J'ai une collègue, Claire Marache, qui a fait un enseignement, par exemple, à l'université, enseignement du climat en 3e année, donc il commence avec les bilans carbone, les effets de serre, tous les trucs un peu théoriques. Et puis après, très vite, elle leur met une caméra infrarouge dans les mains, elle leur dit, allez mesurer l'isolation de ce bâtiment. Ou elle leur dit, fabriquez-moi une brique en popcorn et mesurer son isolation thermique. Et soudain, les outils de la physique, ils sont merveilleux, parce que c'est eux qui permettent de mesurer à un moment donné une température, à un moment donné une pression, à un moment donné un flux, à un moment donné la composition de l'air. Et donc, la physique est idéale pour mesurer. Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler de la place de la science dans le débat public, physique de l'atmosphère, chimie des océans ou paléoclimatologie. Les sciences peuvent rebuter alors qu'elles sont essentielles pour comprendre la crise climatique. D'où cette question, comment parler de science à un large public ? Pour y répondre, nous recevons Julien Bobroff, physicien spécialiste de la physique quantique et de la supraconductivité et qui dirige La Physique Autrement, une équipe de recherche travaillant sur les nouvelles façons de vulgariser la physique. Bonjour Julien. Bonjour. Première question, est-ce que vous pouvez vous présenter, puisque vous êtes chercheur, mais vous travaillez beaucoup sur la question de la vulgarisation. Comment vous en êtes venu à travailler en tant que chercheur sur les sujets de vulgarisation ? Oui, donc moi je m'appelle Julien Bobroff, je suis physicien. Pendant 20 ans de ma vie, j'ai été vraiment le chercheur le plus traditionnel qu'on peut imaginer, hein, dans un labo avec des grosses cuves pleines d'hélium liquide, à regarder de la physique quantique, c'est ça mon dada, à très basse température. Et puis, il y a un certain temps déjà, j'ai commencé en parallèle de ces activités de recherche de faire de la vulgarisation, mais alors vraiment traditionnelle. J'allais dans des classes, dans des lycées, pour parler de mes domaines de recherche. Et puis, il y a un peu plus de 10 ans, j'ai dû monter une grande année autour d'un thème scientifique avec le CNRS. Et là, j'ai commencé à bosser avec des designers. Et je me suis rendu compte que ça m'ouvrait tout un territoire, tout un champ un peu nouveau autour de la vulgarisation. Et donc, je me suis dit, ça serait vraiment hyper intéressant de monter une équipe de recherche avec des designers dans un labo de physique, donc un truc déjà un peu zinzin, pour explorer ces façons de vulgariser et aussi d'enseigner autrement. Voilà, essayer de voir comment trouver d'autres façons de faire ça. Et donc, depuis 10 ans, maintenant, j'ai une nouvelle équipe. J'ai arrêté la physique quantique. Je suis toujours dans mon labo. Et ça s'appelle La Physique Autrement. Et donc, c'est un mélange un peu improbable de designers et de physiciens. Quand on vous écoute, il y a un sujet qui est un peu curieux, c'est que vous dites que l'enjeu numéro 1 de la vulgarisation, c'est pas forcément que les gens comprennent, notamment sur un sujet comme la physique quantique. C'est quoi l'enjeu réel de la vulgarisation ? Et quand on passe sur les sujets climatiques, c'est encore un enjeu peut-être différent. Pour vous, c'est quoi l'enjeu de la vulgarisation de manière générale ? Et sur les questions de sciences du climat, est-ce que c'est un enjeu particulier ? Ouais, c'est pas simple comme question. Alors si l'enjeu numéro 1 de la vulgarisation, c'est quand même, ça c'est ce que ça veut dire, hein, étymologiquement, c'est expliquer à des gens qui n'ont pas les mêmes connaissances que soi ce que nous on a compris. Mon point, c'est juste qu'il n'y a pas que ça qui se joue. Et alors ça, on s'en rend hyper compte quand on va par exemple dans un lycée et qu'on fait une intervention, puis qu'on redemande une semaine après aux élèves, qu'est-ce que vous avez retenu ? Moi, je me suis amusé à faire ce genre d'enquête. Et alors c'est très surprenant, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien retenu de la matière scientifique qu'on leur a distillé pourtant pendant 2 heures de façon très docte et savante. Ils retiennent la tenue, ils retiennent notre ton, ils retiennent si on était enthousiaste, si on s'est planté à un moment donné, de quoi on a parlé, des aspects humains. Donc ce que je veux juste dire, c'est que se joue autour de la question de la vulgarisation, et ça les sociologues par exemple le savent bien, plein d'autres questions qui nous échappent un petit peu quand on se concentre trop sur la question du est-ce qu'ils ont vraiment compris ce que c'est qu'une fonction d'onde quantique ? Et en fait, évidemment, ce qu'on emmène avec soi, c'est son statut de chercheur déjà ou de chercheuse, c'est la science qu'on fait, c'est ce qu'on raconte du domaine dans lequel on est, c'est l'enthousiasme aussi avec lequel on va partager ça. Et donc, c'est tout ce qui va se jouer un peu autour, qui est un peu impalpable, de l'ordre du style, on va dire, qui va créer une empreinte et faire des choses. Et puis aussi tous les biais cognitifs, tous les aspects psychologiques. Donc en fait, on est dans un travail bien plus subtil que juste expliquer quelque chose à quelqu'un qui n'aurait pas compris ce qu'on pourrait faire par exemple dans un cours, hein. C'est très différent un vulgarisateur et un enseignant. J'ai une anecdote. Je suis allé faire une conférence dans un village dans les Vosges et il y avait une classe de 5e. Et je fais une conférence sur le climat et on me demande à la fin de la conférence, il y a une élève qui me dit « Mais du coup, est-ce que c'est le... » Donc j'ai raconté plein de choses, je pense, intéressantes. Mais il y a une élève qui me dit à la fin « Mais du coup, est-ce que le CO2, ça a quelque chose à voir avec le réchauffement de la planète ?» Et là, je me suis... Enfin, ça rend humble, quoi.
Ouais, alors de toute façon, ça rend très humble. Et ça rend humble quand on essaye de s'imaginer, hein, c'est un peu ce qui vous est arrivé, les connaissances du public avant. Alors moi, dans mon champ, c'est très facile, dans le champ de la physique, et puis de la physique quantique en particulier, j'imagine qu'ils ne savent rien au départ. Ça ne veut pas dire qu'ils sont stupides, mais qu'ils sont ignorants. Et moi, je redémarre de cette base et je vais progresser à partir de ça. Donc en fait, je fais un truc pareil qui est un peu caricatural par rapport à ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, on se dit toujours, il faut penser à la cible et s'adapter à la cible. Alors moi, je m'adapte jamais à la cible. Moi, je suppose toujours qu'on démarre tous ensemble de zéro et puis on va monter progressivement. Et donc, je fais à peu près les mêmes exposés ou les mêmes interventions de vulgarisation pour du jeune public, pour du vieux public, pour du public expert, pour du public non expert. Et je m'adapte pas. Donc, je fais vraiment l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Mais mon expérience à moi, c'est que en fait, finalement, il vaut mieux toujours imaginer que les gens sont infiniment ignorants. Et sur les questions de climat, parce que en fait, ça touche à des questions qui sont des questions politiques, des questions de vie démocratique. Est-ce qu'il y a un sujet particulier de vulgariser les questions climatiques? Alors sûrement, mais moi je suis très mauvais là-dedans parce que je ne les vulgarise pas ou très peu. Moi je suis plutôt dans le champ de la physique fondamentale. Évidemment, la physique fondamentale, on est un peu protégé de tous ces aspects politiques, sociétaux, qui touchent à l'humain et qui touchent au quotidien. Alors ils ressortent quand même en général au moment des questions, notamment à travers les pseudosciences, à travers certaines pratiques médicales, de méditation ou autres. Et ouais, tous ces trucs-là se cristallisent et sont hyper compliqués. Et donc j'aurais pas de très très bons conseils à donner aux gens. Le seul conseil que je peux, c'est quand on est dans un contexte grand public, où on va parler à du public en direct, donc pas un contexte réseaux sociaux, hein, mais vraiment un contexte où voilà, j'ai une foule face à moi, et puis à un moment donné, il va y avoir effectivement peut-être un conflit ou une crispation avec une personne en particulier qui n'est pas d'accord, par exemple un climato-sceptique. Moi, mon conseil, c'est de répondre à cette personne le mieux possible, mais de surtout bien penser quand on répond à cette personne que ce qui compte, c'est pas elle, c'est tous les autres. C'est-à-dire qu'elle, on va probablement pas la convaincre de changer d'avis. L'enjeu, c'est ce que les autres entendent de ce débat et de cette discussion. Et donc moi, par exemple, quand on va m'attaquer ou me poser des questions sur, je sais pas, par exemple, le fait que la physique quantique pourrait expliquer l'homéopathie, voilà un sujet de conflit assez traditionnel dans les questions, dans les conférences, plutôt que de dire à la personne, mais non, vous avez rien compris, la physique quantique, c'est pas du tout ça, et l'homéopathie n'est pas de base scientifique, etc. Je vais vraiment penser à ce que je vais pouvoir expliquer de la façon qu'a un chercheur de raisonner aux autres pendant que je réponds à cette personne. Donc je vais dire, ben voilà, si moi je veux essayer de jauger si l'homéopathie est scientifique ou pas, je vais faire tel protocole dans un labo, je vais regarder si c'est reproductible, je vais avoir des pairs qui vont examiner ce que je fais, etc. Donc je réexplique aux gens un petit peu ce qu'est la science. Moi, mon point clé, c'est d'essayer de déminer les problèmes un peu en amont, c'est-à-dire moi d'arriver un peu avant et de dire aux gens, avant qu'on aille sur le vrai débat qui frotte, par exemple le nucléaire ou pas le nucléaire, on va déjà essayer de se mettre d'accord sur comment la science fonctionne, qu'est-ce qu'elle peut vous dire de façon rationnelle, qu'est-ce que vous pouvez croire ou ne pas croire. Et puis une fois qu'on est tous d'accord sur ces présupposés, on peut engager le débat. Et donc moi, je vois mon job, en tous les cas, à titre personnel, un peu en amont, par exemple par rapport à des gens qui vont directement parler du climat. Moi, ça va être d'essayer de faire sentir aux gens ce que c'est qu'un ordre de grandeur, ou de faire sentir aux gens ce que c'est qu'une publication scientifique, comment ça fonctionne, comment on se valide entre pairs, comment on essaie de se tester les uns les autres. Et donc expliquer tout ce protocole, toute cette démarche, pour que les gens l'aient un peu en tête quand ensuite un ou une scientifique, par exemple spécialisée dans le climat, va lui parler par rapport, par exemple, à un polémiste. Vous, ce qui est important, si je résume, c'est de parler de la méthode plus que du résultat. À quel point la méthode est importante et à quel point elle est comprise aujourd'hui? On a l'impression que la méthode scientifique, elle n'est pas toujours comprise. Non, elle n'est pas comprise du tout. Déjà, il y a plein de méthodes scientifiques, selon le domaine dans lequel on travaille et la façon de le faire. Mais plus généralement, cette sociologie de la science, qu'est-ce qui se passe dans les labos? Comment les chercheurs travaillent? Le GIEC est quand même un magnifique exemple de ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui remettent en cause le GIEC quand on sait comment ça marche, comment ça fonctionne vraiment, quand on va à l'intérieur du système, puis comment fonctionnent ensuite tous les systèmes de publication sur lesquels ça s'appuie. Évidemment, on se rend compte que c'est d'une solidité, d'une robustesse incroyable. Et donc moi, mon enjeu, c'est ça, c'est essayer de faire rentrer les gens par la petite porte dans les labos, suivre un peu un chercheur dans ses recherches, pour se rendre compte de comment ça se passe quand on met au point et qu'on essaye de trouver un résultat scientifique. À quel moment on pense qu'il est valide ou pas, pour essayer de déconstruire aussi toutes les fausses idées là-dessus, et pour essayer de faire sentir aux gens à quel point ils peuvent croire dans un résultat ou pas, et penser qu'une donnée est robuste ou que c'est juste un enjeu politique. Ouais, sur les rapports du GIEC, moi il y a à peu près en gros entre 200 et 300 auteurs principaux par rapport, et après il y a des dizaines de milliers de commentaires auxquels ils doivent répondre à chaque fois. Moi j'avais le sentiment, et j'aimerais bien avoir le vôtre, que c'est une des plus grandes aventures scientifiques de l'humanité, et quand on pense à ça, on se dit à quel point, pour le coup, la communauté scientifique s'est organisée sur cette question-là. Oui, c'est une aventure unique en son genre, au sens où, pour moi, c'est pas une aventure scientifique, c'est une aventure d'expertise, si je l'appelais comme ça. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui se sont réunis pour essayer de comprendre le climat. Les gens croient parfois ça, c'est pas du tout ça. C'est des gens qui se sont réunis et ont dit on va prendre énormément de notre temps juste pour regarder ce qu'ont fait tous les collègues et faire le tri et dire ça c'est robuste, tout le monde l'a trouvé et ça c'est encore à l'état de recherche.
Et ça, vraiment, je ne connais pas d'équivalent dans aucun champ de la recherche d'un tel méta-travail, on va l'appeler comme ça, fait avant. Donc c'est absolument remarquable. Mais là voilà, on rejoint nos questions de la vulgarisation. Quand on regarde un rapport du GIEC, moi je trouve ça passionnant, mais c'est une catastrophe, quoi. En termes de vulgarisation, c'est hyper austère. Alors ils essayent quand même de mettre des key facts, de mettre des trucs, les 10 pages à retenir, ça. C'est quand même illisible, quoi. Alors c'est illisible pour le commun des mortels, c'est très chiant quand même, et même pour les politiques. Moi je trouve ça compliqué. Donc après, il y a un certain nombre de chercheuses et chercheurs du GIEC qui vont aller sur la scène publique, je pense à Valérie Masson-Delmotte par exemple, pour expliquer, pour faire la pédagogie, pour faire la vulgarisation, et ils vont faire un boulot formidable à l'oral. Mais il faut que des gens viennent les écouter, que des gens écoutent le podcast, ou écoutent la conférence, ou lisent le bouquin. Mais le rapport lui-même du GIEC, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas embauché une armée, comme nous on le fait dans notre petite équipe, une armée de designers un peu malins, qui vont essayer de triturer ça et de faire de la vraie data vise, et essayer de rendre ça palpable et intéressant pour le grand public. Ouais, moi, je me méfie beaucoup à chaque fois que quelqu'un me dit j'ai lu le rapport du GIEC. Par principe, je le crois pas. Non. Et quand on travaille, quand on a été voir ce que c'est, en général, on y va, on pioche des bouts sur les sujets, sur le débit des fleuves, sur le nucléaire, où on va chercher des choses en particulier. Mais c'est vrai que j'ai été frappé quand j'ai lu ça. Moi, vraiment, je mets 3/4 d'heure à lire une page, parce qu'à chaque fois, ça renvoie vers des références. C'est une vraie littérature scientifique, donc c'est vraiment profond. Moi, quand je lis un article scientifique, ça me prend du temps, c'est compliqué, c'est pas un article grand public, par définition. Oui, alors que ça fait que quelques pages. Ouais. Et moi, ça me dérange pas du tout. Mais moi, je trouve qu'il faudrait qu'il y ait une brique supplémentaire qui est une vulgarisation de ce rapport du GIEC par des gens qui savent faire de la vulgarisation et travailler la forme, et pas seulement le fond. Le fond, il est là, il est magnifique. Vous parliez des ordres de grandeur. Vous avez même créé une vidéo qui s'appelle À la louche, qui est assez intéressante. C'est une boussole. J'ai l'impression chez les physiciens que c'est vraiment... j'ai interviewé Roland Lehoucq, ou quand on entend parler de Jean-Marc Jancovici, bon, même s'il n'est pas physicien, on a l'impression que pour les physiciens, c'est une boussole qui sert à savoir si un sujet est important, pas important. Et sur les sujets climatiques, j'ai l'impression que c'est vraiment aussi la boussole qu'on devrait avoir pour pouvoir se repérer. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez, cette importance des ordres de grandeur ? Ouais, ça c'est vraiment un truc de physicien. Donc juste pour expliquer aux gens qui ne sauraient pas ce que sont les ordres de grandeur, c'est qu'on regarde juste le nombre de zéros après un 1, on regarde pas les chiffres. C'est-à-dire que pour moi, 2500 et 3800, c'est à peu près pareil, c'est en gros 1000. Voilà, donc ça semble complètement débile quand on dit ça. On dit, non, 2500, c'est pas 1000. Mais si on raisonne à des grandes échelles sur des grands phénomènes, en général, savoir si c'est 1000, c'est ça qui est important par rapport à 1 million. L'enjeu, par exemple, si je regarde le CO2 dépensé si je fais un aller-retour Paris-Tokyo en avion, par rapport à si je le faisais en train, je ne peux pas le faire en train, c'est un mauvais exemple. Donc Paris-Nice par rapport à le train, voilà. Mon enjeu, c'est pas très finement de savoir quelle quantité de CO2 ça dépense vraiment. C'est de savoir qu'en gros, il y a un facteur 10 à 100. Voilà, c'est ça l'ordre de grandeur. Et les physiciennes et les physiciens sont très habitués à raisonner comme ça, au début pour arbitrer, faire les grands arbitrages. Voilà, je cherche à voir un effet, il faut juste que je sache si, en gros, j'ai une chance de le voir ou pas. Donc est-ce qu'il est juste 1 million de fois trop faible ou je vais pouvoir le voir ? Et donc, ce calcul des ordres de grandeur, ça, c'est un truc habituel. Et alors, on s'est amusé à jouer à ce jeu-là. Il y a un physicien notamment qui s'appelait Fermi, qui faisait ça magnifiquement. Et après, on appelait ça les questions de Fermi. Donc, on a même ce petit nom entre nous. Et les questions de Fermi, la plus connue, elle va vous sembler complètement absurde, c'est combien est-ce qu'il y a d'accordeurs de piano à Chicago ? Alors, on peut se l'adapter à Paris. Combien il y a d'accordeurs de piano à Paris ? Et là, on se dit, mais ça n'a aucun sens comme question. 1, c'est complètement inutile. Et 2, j'ai aucune manière de le savoir, en dehors d'aller voir dans l'annuaire. Et en fait, un physicien, il va tout de suite évaluer ça. Il va dire, bon, ok, Paris, c'est quoi ? C'est 1 million d'habitants. Je ne sais pas si c'est 2 500 000, on va dire 1 million, parce que je ne connais pas les chiffres. Puis dans ce million d'habitants, on va dire que, combien de personnes ont des pianos ? On va dire qu'allez, je sais pas, une personne sur 50 ou une personne sur 100 a des pianos. Et puis alors, mon accordeur, allez, on va dire qu'il accorde 1 piano ou 2 pianos par jour, puis il fait ça 100 jours par an. Et juste en faisant des petites règles de 3 comme ça, avec des chiffres, avec des 10, à la fin, on arrive à, en gros, allez, il y a à peu près 100 à 300 accordeurs de piano à Paris. On sait que c'est pas 1 million, on sait que c'est pas une seule personne. Et si on va voir la réalité, effectivement, c'est le bon nombre. Et donc, cette question, elle peut sembler absurde, mais si j'applique la même question sur, par exemple, ma consommation de CO2 au quotidien, soudain, ça devient une question très palpable et qui nous permet aussi d'arbitrer dans notre quotidien ce qui va changer les choses de ce qui ne va pas changer les choses. Et la même chose au niveau de la planète. Moi, je trouve que c'est très intéressant parce que dans ma profession, chez les journalistes, il y a un sujet qui est, même quand on va à l'école de journalisme, un des sujets, c'est hiérarchiser l'information. Quelle est l'information la plus importante ? Et moi, je suis assez frappé dans ma corporation de voir que, par exemple, parfois, on se focalise sur un sujet qui, en fait, quand on reprend les ordres de grandeur, c'est pas le sujet dont on devrait parler. Je prends un exemple, par exemple le nucléaire. Quand je pose la question à des gens, savoir quelle est la part du mix du nucléaire dans le mix énergétique, les gens systématiquement répondent 75%, alors que c'est 75% de l'électricité qui elle-même fait 20%. Et en fait,
quand on se rend compte de ça, on voit que tout le sujet du débat public se focalise sur le nucléaire, alors que la priorité, ça devrait être, par exemple, de réfléchir sur sortir de la voiture fossile. Enfin, je trouve que ces sujets d'ordre de grandeur, ils devraient s'appliquer aussi à la presse. C'est quelque chose que vous partagez, vous, quand vous lisez la presse? Ouais, et encore là, quand on parle du nucléaire, on est quand même en train de parler finalement de 15 à 20% de l'énergie produite, donc c'est quand même. Et puis qui va crescendo. Le drame, c'est dès qu'on ramène de l'humain. C'est-à-dire qu'en général, l'anecdote humaine va toujours gagner sur ce raisonnement hyper abstrait. Si moi je vous raconte vraiment mon oncle qui était accordeur de piano à Paris et qui travaillait sur ce piano, c'est bien plus intéressant et ça me touche tout de suite bien plus qu'une espèce de calcul abstrait de physicienne ou de physicien. Et donc, il y a ce truc qui est qu'en plus, ça n'est pas glamour de parler de chiffres et de parler de pourcentage. Mais à un moment donné, les grands arbitrages politiques qu'on va devoir faire tous collectivement dans nos sociétés, il faut qu'ils se basent là-dessus et pas sur « Ah, mon oncle ou ma tante ou mon cousin ou ma petite fille ». Ça, c'est un sujet qui peut permettre aussi, quand on parle des grands sujets, parce qu'il y a une fascination pour la technique, une forme de technophilie qui fait qu'on pense à la captation du CO2 dans l'air ou à la fusion nucléaire. Ces ordres de grandeur, ça permet de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie sur ces questions-là. Ouais, on peut aimer ou ne pas aimer Jean Covici, mais c'est quand même une de ses vertus, c'est de dire aux gens, écoutez, vous me proposez ça comme solution, on va calculer sur le coin d'une enveloppe façon physicien ou façon ingénieur dans son cas, et on trouve qu'on n'est pas au bon ordre de grandeur. C'est-à-dire que voilà, on va dire tiens, la voiture électrique va nous réparer le problème de et on dépense tout de suite et on se rend compte tout de suite que pour fabriquer un machin de 2 tonnes, on n'est pas dans les bons ordres de grandeur. Donc ces ordres de grandeur, ils permettent d'arbitrer et ils permettent de se rendre compte un peu de où sont les vrais débats. Après, quand on veut rentrer dans le détail, évidemment, on doit dépasser la question de l'ordre de grandeur. Et si on va regarder les bons bouquins d'écologie qui font un peu ces calculs-là, ils sont sur les ordres de grandeur. Ils s'embêtent pas à savoir si on est précisément à tel pourcentage de CO2, etc., etc. Pour une première vision, on est tellement aveugle en général de ce que sont les vrais problèmes en climat que faire juste des ordres de grandeur, ça permet déjà d'avoir une première vision un peu brouillon, on va dire un peu caricaturale, et puis ensuite d'aller dans le détail. Comment on peut vulgariser différemment sur les sujets climatiques? Alors vous n'êtes pas spécialiste de la vulgarisation du climat, vous êtes physicien et vous travaillez sur la physique quantique, mais quand vous voyez les sujets sur le climat, quelles sont les pistes sur lesquelles on pourrait aller? Alors, ça pose plus généralement la question de quelles pistes nouvelles on peut envisager quand on veut vulgariser un sujet. D'accord ? Parce qu'on peut se poser la même question sur le Covid, par exemple, à l'époque où il y a quand même eu des gros problèmes, ou sur la physique nucléaire dont on vient de parler ensemble, et sur le climat. Alors cette question du format en vulgarisation et de comment le renouveler, moi c'est vraiment celle qui est au cœur de mon activité. J'ai aucune bonne réponse à ça, et donc ma technique c'est de prendre des gens qui sont bien plus compétents que moi pour bosser avec moi là-dessus. Donc de prendre des designers. Les designers, ils ont vraiment cette faculté d'explorer différents formats au service de quelque chose, dessin, au service d'un dessin, pour essayer de voir ce qui peut fonctionner le mieux. Et donc moi, toute ma stratégie, c'est pas de vous dire c'est ça la bonne solution, il faut aller sur les réseaux sociaux, il faut utiliser tel type d'infographie, tel data-vise. Moi, ma stratégie, c'est de dire on va en tester plein, de plein de façons différentes, et en partant dans des solutions complètement délirantes, et on va bien voir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Et donc moi, mon enjeu, notamment dans mon équipe de recherche, c'est de tester énormément de formats très différents. Nous, on a fait peut-être 300 projets depuis le début de l'équipe. On a fait des fois des choses dans le textile, des fois dans la danse, des fois dans la ciselure, des fois dans le papier, des fois dans le bois, etc., etc. Et on va tester plein de solutions différentes. Parce que moi, je ne crois pas aux gens qui vont vous dire la bonne solution, c'est ça. Parce que les publics ont des sensibilités très différentes. Le contexte est très différent. Est-ce qu'on est un dimanche dans la rue? Est-ce qu'on est dans une salle de conférence un soir de semaine? Est-ce qu'on est sur les réseaux sociaux et qu'on n'a que 2 minutes pour faire? Et donc, nous, notre jeu, c'est de tester tous les formats possibles. Et ce dont je me suis rendu compte à chaque fois, c'est que toutes les bonnes leçons qu'on m'avait apprises s'effondraient. On m'avait dit, par exemple, quand on parle de physique, c'est sympa de parler des applications. C'est ça qui touche les gens. Pas du tout. Moi, je me suis rendu compte que les gens étaient bien plus intéressés par les grandes questions de l'univers que par savoir que ça allait faire fonctionner leur IRM à l'hôpital. On m'avait appris le fait qu'il fallait s'adapter à la cible. Je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément vrai, etc., etc. Donc moi, c'est ne croyez pas tout ce qu'on vous dit de ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas. Testez vous-même et essayez plein de formats. Et si possible, faites-vous accompagner de professionnels qui savent justement tester des formats différents en bossant avec eux. Et c'est ça, moi, tout mon discours, notamment à mes collègues chercheuses et chercheurs. Je faisais une interview avec un scientifique qui était extrêmement brillant, qui avait publié une étude dans Nature ou Science, je ne sais plus, qui racontait qu'à plus 4 degrés, en gros, la péninsule ibérique, les 2 tiers se transformaient en désert. Et quand je lui posais cette question, donc sachant ça, je lui pose la question, est-ce qu'il y a un risque de désertification en Espagne? Je me souviens, il m'avait fait une réponse mi-figue ni raisin, on ne comprenait pas très bien. Et moi, j'ai été souvent marqué par ça, par interviewer des scientifiques qui, en gros, avaient des résultats de recherche qui étaient vertigineux pour nous. Est-ce que finalement, et qui n'arrivaient pas à le communiquer, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité chez les scientifiques, et notamment sur ceux qui travaillent sur le climat, de faire un minimum pour vulgariser leurs recherches? Ouais, ce que vous leur demandez, c'est non seulement de vulgariser, mais aussi d'une certaine manière de s'engager un peu.
C'est-à-dire, à un moment donné, le scientifique dont vous parlez, je vois bien, c'est que lui, il veut rester objectif. Il pense à ses collègues, qu'est-ce qu'ils vont dire s'il dit tel mot plutôt que tel autre, etc. Et il reste dans une vraie rigueur scientifique parce qu'on lui a appris ça et parce que c'est son job. Et là, on demande à des gens dont le travail quotidien, c'est de contrôler chaque mot, de ne dire que ce qui a parfaitement été vérifié, etc. On leur demande à un moment donné de passer un discours un peu plus politique, il faut bien dire les mots, qui est aussi de l'ordre de l'engagement et qui est de l'ordre parfois de la caricature, et de dire des choses plus simples en caricaturant un peu. Et donc, ils vont abandonner un peu tout leur cœur de métier. Donc, soit ils passent complètement dans le champ politique, il y en a quelques-uns qui font ça, mais parfois ils en reviennent, ou parfois ils sont pas très bons. Mais la plupart d'entre nous, on n'aime pas faire ça. Et donc, on nous tord les bras. On a bien vu ça au moment du Covid, si on prend un autre sujet qui est le sujet des vaccins, comment ça a été compliqué pour des experts du domaine d'aller s'exprimer dans les médias, en plus, en général, dans des débats face à des professionnels de ça qui, eux, savaient très bien caricaturer et aller à l'extrême. Donc, c'est compliqué de demander aux scientifiques d'être autre chose que des scientifiques. Et moi, j'ai pas envie de les forcer forcément. Donc, c'est juste repérer ceux qui sont prêts à faire ça et eux, travailler avec eux peut-être sur le discours, sur la façon de le faire, sur la manière de le faire et autres. Mais je suis très embêté à devoir dire à ma communauté, allez-y et caricaturez un peu pour maintenant dire les choses plus simplement. Et moi-même, je fais attention dans ce que je raconte, toujours à la justesse et où est-ce que je mets ce curseur. Donc on est presque les pires possibles pour vulgariser nos matières, alors qu'on est ceux qui les connaissent les mieux. Donc est-ce qu'il faut des vulgarisateurs professionnels entre nous et public, par exemple un Jean Covici dont on a déjà parlé, ou est-ce que il faut que nous-mêmes on s'y colle un petit peu et qu'on essaye de le faire? Mon point de vue, c'est que c'est pas fait pour tout le monde, mais ceux qui sont prêts à le faire, ça vaut le coup de les aider. Parce qu'après, ils peuvent être excellents et ça peut être de formidables ambassadeurs. Par exemple, on parlait de Valérie Masson-Delmotte. Mais ça veut dire aussi que les scientifiques qui prennent des coups quand ils vont dans une arène un peu plus médiatique, un peu plus exposée, ils prennent des coups de la part de leur communauté à eux et du grand public. C'est pas valorisant pour la recherche. Enfin, non, ça n'a aucun intérêt pour sa carrière de chercheuse ou de chercheur. Hein. Ça ne compte pas dans sa carrière. Je dirais que ça peut même être l'inverse. Si on est trop médiatique, il y a quand même un regard des collègues qui est entre la jalousie, l'envie, et puis aussi le rejet du toi, tu es en train de te corrompre dans un truc où tu n'as plus une vraie pensée pure de scientifique. Et tous ces trucs-là se mélangent. Et c'est compliqué d'affronter le regard des collègues quand soi-même on devient personnage médiatique. Donc c'est un truc qui n'est pas simple vis-à-vis des collègues au quotidien dans le labo, qui n'est pas simple vis-à-vis de ses proches, et qui est pas simple vis-à-vis du grand public aussi. D'être reconnu à un moment donné, c'est pas agréable du tout. C'est pas des stars de rock, les chercheuses et les chercheurs. Ils ont fait ce travail en général parce qu'ils aiment bien être dans leur labo, tranquille, avec leurs petits sujets qu'ils vont étudier pendant 20 ans. D'accord ? Donc c'est les gens qui sont le moins faits pour ça, à qui on demande à un moment donné d'aller dans l'arène publique. Donc mon point, c'est que tout le monde n'est pas fait pour ça, mais ceux qui le sentent un peu et qui se disent allez, il faut se lancer, faut les aider, les accompagner. Et là, il faut le dire quand même, nos institutions, elles font du boulot pour ça. Moi, j'avais au CNRS, ils nous avaient fait suivre, je me souviens à l'époque. Alors, ils appelaient ça un média training, mais c'était vraiment très loin de ce qu'on peut imaginer comme média training. Mais ils nous avaient juste fait rencontrer quelqu'un qui connaissait bien les journalistes, par exemple le monde de la radio, pour nous dire à quoi s'attendre quand on a une interview radio et comment la préparer un peu à l'avance. Voilà. Et juste ce petit accompagnement, soudain, faisait qu'on avait moins peur quand on arrivait soudain sur France Inter face à Mathieu Vidard qui allait nous interroger pendant 1 heure, quoi. Donc, ce petit enjeu d'accompagner, de désacraliser, d'aider et de dire un petit peu aux gens ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire, moi, je pense que ça fait pas de mal. Ça, vous aviez une réticence, vous, alors vous exprimez extrêmement bien, vous avez l'habitude de le faire. Vous aviez une réticence au départ d'aller dans des médias ? Énorme, mais surtout une trouille, quoi. Enfin, moi, et la trouille, j'ai essayé de comprendre quelle était cette trouille. C'était pas du tout de la timidité ou de la trouille vis-à-vis des médias, c'était de la trouille vis-à-vis des collègues. C'était que vont penser les collègues le lendemain matin quand je vais aller au labo. Et c'est la même trouille si on la dissèque un petit peu. Quand un chercheur ou une chercheuse fait une conférence de vulgarisation, il pense toujours si j'ai un collègue dans la pièce, qu'est-ce qu'il va penser si j'utilise tel mot plutôt que tel autre. Et c'est très compliqué de faire son deuil de ça ou non, de se dire je m'en fiche de l'avis des collègues, c'est pas eux qui comptent, c'est les personnes qui vont m'écouter qui, elles, peuvent être en grand nombre. Mais c'est compliqué parce que quand on vit au quotidien dans un labo, on vit pas au quotidien face au public qui nous a écoutés, on vit au quotidien face aux collègues. Donc moi, à mon avis, c'est ça le truc difficile. Il y a un sujet, je trouve que vous le faites très bien, vous avez parlé du style, je trouve que c'est un sujet intéressant dans la vulgarisation. Un bon vulgarisateur, c'est d'abord quelqu'un qui a son propre style, enfin une opinion, mais comment on fait sur les questions climatiques sans sombrer dans le catastrophisme ? Vous vulgarisez avec beaucoup d'enthousiasme. Est-ce que c'est possible de vulgariser sur un sujet aussi difficile sans être catastrophiste ? Non, c'est plombant comme sujet, c'est hyper dur. Donc donc soit on le fait frontalement et dans ce cas-là c'est dur, il faut l'assumer. Soit on le fait par le côté. Je vous donne un exemple. La dernière petite vidéo que j'ai faite sur les réseaux sociaux, c'était avant-hier. C'est une vidéo où il se trouve que la Terre a vibré pendant 9 jours, de façon régulière, avec une période de 92 secondes. C'est-à-dire pendant 9 jours, tous les sismographes sur Terre ont détecté un machin qui faisait comme ça, en permanence, et qui tapait sur le sol toutes les 92 secondes. Ils ne savaient pas ce que c'était. Ils ont réussi à remonter à l'info en voyant d'où ça venait. Ils ont vu que ça venait du Groenland. Ils ont regardé les photos satellites et tout. Ils se sont rendus compte qu'il y avait un énorme bout de glacier qui était tombé dans un fjord. Et le fjord, il était à peu près fermé, donc c'est comme une baignoire géante. Okay, et donc le rocher, en tombant dans la baignoire, il a fait une vague de 200 mètres de haut, un truc monstrueux, un tsunami. Bon, il n'y avait personne dans le coin, tant mieux.
Et puis la vague, au bout d'un moment, elle s'est stabilisée, elle a fait une sorte de surplace comme ça. C'est un truc qu'on connaît bien en physique, on appelle ça une sèche. Donc une sorte de mode comme ça, où la vague, elle se calme pas, elle reste, et elle fait des hauts et des bas de 7 mètres de haut. Et là, celle-là, elle a tenu pendant 9 jours en faisant ça toutes les 92 secondes sur des kilomètres. Truc incroyable. Et ça fait vibrer le sol partout. Et donc voilà, moi je raconte tout ça dans ma vidéo, et à la fin je dis, bon, quand même ce truc-là, c'est un truc qui est évidemment lié au réchauffement climatique et à des effets de rétroaction très vicieux que racontent les chercheurs dans l'article qui a analysé ça. Ils sont 60 chercheurs dans le monde entier, et qui vient évidemment de la fonte des glaces et du réchauffement climatique, notamment au Groenland. Et donc ce petit passage sur le réchauffement climatique, ça va être les 10 dernières secondes, mais tout le reste, c'est mon enthousiasme à raconter ce phénomène scientifique absolument incroyable, et qui heureusement n'a pas fait de mort dans l'histoire. Donc vous voyez, là je le prends de côté. Moi je vous enthousiasme sur un truc incroyable d'une baignoire géante qui fait comme ça. À la fin je vous dis quand même, ce truc là il existe, et il est violent et il est brutal, et ça montre aussi que les effets du réchauffement climatique, c'est pas que des trucs sur des longs temps avec beaucoup d'inertie, ça peut être des choses très violentes et très brutales et très soudaines. Ça, évidemment, ça a déclenché une flopée de commentaires de climato-sceptiques qui m'ont dit mais comment vous le savez, etc., etc. Mais en tous les cas, voilà, pour moi, en tous les cas, à titre personnel, c'est comme ça que voilà, je pars sur les accordeurs de piano à Chicago, on se marre, on réfléchit, c'est intellectuellement stimulant, puis il n'y a pas d'enjeu, on n'est pas angoissé, et à la fin, je finis quand même par regarder si ça compte vraiment d'arrêter de manger de la viande ou pas. Donc moi, mon enjeu, c'est à la fin emmener les gens délicatement, ou alors sur le ton. On a fait un jeu de cartes, par exemple, là, je pourrais vous le montrer, je l'avais amené, qui s'appelle 1000 pompes pour la planète, avec les designers, où on s'est dit, on va montrer aux gens leur activité sportive du quotidien, genre j'ai fait 2 heures de Zumba, ou j'ai fait un marathon, ou j'ai rien fait pendant 1 heure, et on va regarder l'énergie que ça dépense, que mon corps dépense. Et on va comparer ça à l'énergie que je dépense si maintenant j'utilise un grille-pain, ou que j'utilise un train, ou que j'utilise d'autres choses. Et le juste, c'est juste de les classer, le jeu. Donc c'est hyper marrant, on se plante complètement parce qu'on ne se rend pas compte que notre corps, c'est un vrai moteur, donc il poste, etc. Et donc on essaye de jouer avec ça. Évidemment, au bout d'un moment, ça mène des ordres de grandeur. Et puis discrètement, moi j'amène à un moment donné un vol en avion, et puis j'amène la dépense électrique de la mairie de Paris pour tout l'éclairage urbain la nuit. Et donc, sur un truc très rigolo au début, qui est voir, est-ce que je me crève plus, par exemple, à faire 10 pompes ou à rien faire pendant 1 heure, et ben petit à petit, j'emmène les gens vers des enjeux climatiques. Mais je les attaque pas frontalement en leur disant « Ah, la crise climatique et on va tous mourir ». Voilà, donc mon angle à moi, en tous les cas, c'est celui-là. C'est d'essayer de ne pas être catastrophiste dès le début, d'emmener les gens sur un peu de raisonnement intellectuel et scientifique un peu stimulant, si je le peux sur des enjeux de recherche contemporaine, et petit à petit, à la fin, finir sur des questions plus globales. Mais ça, c'est ma tactique personnelle. Je pense que chacun a sa tactique. Il y en a, au contraire, ils attaquent le truc de front en disant on va tous s'effondrer. Et ça marche aussi. Un Aurélien Barraud, par exemple, il ne va pas faire ces fioritures que moi, je vais faire pour aller parler de la crise climatique. Oui, ça me fait penser, il y a une vidéo sur, justement, ils prennent un champion du monde allemand de cycliste sur piste qui doit fournir assez d'énergie pour griller une tartine. Et on voit qu'il c'est impossible. Il est en nage et il finit à peine à griller une tartine en pédalant pendant une ou 2 minutes à fond. Du coup, pour vous, c'est l'émerveillement qui est la clé d'entrée. Ce qui vous a intéressé, ce qui vous donne de l'enthousiasme, que vous avez envie de transmettre. Alors là, je distinguerai beaucoup tout le travail que je fais avec les designers, où on va tester on va tester l'humour, l'émerveillement, le frugal, etc. Et moi, à titre personnel. Donc moi, à titre personnel, quand je vais sur scène ou quand je vais dans les réseaux sociaux ou autres, ouais, c'est clairement l'enthousiasme et l'émerveillement, ouais. Alors peut-être pas un émerveillement trop naïf, mais en tout cas l'enthousiasme et le fait que moi, ça me fait marrer, que ça m'intéresse et que je vais essayer juste de transmettre ce que moi je ressens aux gens de la façon la plus authentique possible. Donc en général, ça va jamais être scripté, par exemple, ça va toujours être improvisé, et je vais essayer de garder ce truc un peu naturel que moi je ressens. Voilà, la première fois que j'ai lu cet article sur la vague géante dans la baignoire, je trouvais ça tellement incroyable, je me suis dit, il faut que je raconte ça à tout le monde. Et c'est ça que je veux garder et ne pas perdre dans ma façon de vulgariser. Mais vous parliez du style, je crois que c'est vraiment la bonne question, c'est que chacun a son style. Et mon style va être très différent d'un style, par exemple, d'un Roland Lehoucq ou d'un Aurélien Barraud ou d'un Jean Covici. Et je dis pas qu'il y a un bon style, je dis que chacun doit trouver son style et être authentique là-dedans, parce que sinon on le sent tout de suite si c'est faux et si c'est surjoué. Donc voilà, moi, à un moment donné, la première fois que j'avais vu quelqu'un pour avoir des conseils sur comment faire, je m'attendais à ce qu'il me dise « parlez plus lentement ». Parce que je parle juste trop vite. Et il m'a pas du tout dit ça. Il m'a dit « non, votre style c'est de parler vite, donc vous n'allez pas rompre avec ça, c'est votre truc. Vérifiez juste que vous articulez bien ». Et ça, je trouvais ça, moi, ça m'a illuminé. Je me suis dit, mais oui, évidemment, c'est moi, je vais pas me changer. Et donc, il faut juste qu'on sente que je suis authentique et que je fasse passer aux gens ce qui, moi, m'intéresse et me plaît. Moi, c'est ça mon cheval de bataille. Moi, il y a un sujet qui me marque beaucoup, c'est ce que j'appelle les épiphanies climatiques. Ça fait des années que je travaille sur la question climatique, et parfois, au bout de 3 ans, je découvre quelque chose et je me dis c'est évident, et c'est comme ça que j'ai envie de transmettre les choses. Je prends un exemple. Par exemple, on parle toujours de plus 2, plus 3 degrés de réchauffement climatique. À plus 3 ou plus 4 degrés de réchauffement climatique, j'ai un doute. En Arctique, en janvier 2100, il fait plus 25 degrés. Et pour moi, c'est comprendre que la moyenne, ça biaise complètement le raisonnement, et que, enfin voilà, le rôle
de cette épiphanie, pour vous, c'est important ou... Ouais, et c'est vraiment intéressant ce que vous racontez. Et il faut s'observer soi-même. C'est-à-dire qu'au moment où on a cette épiphanie, il ne faut pas le rater. Il faut s'en souvenir parce que c'est ça qu'il faut transmettre aux autres. Moi, parfois, j'ai soudain, waouh, du genre, je me dis, tiens, pourquoi ça fait du bruit? Et sinon, je me dis, mais je me suis jamais posé la question, pourquoi ça fait du bruit? Qu'est-ce qui se passe vraiment là au niveau de mon doigt qui fait que ça fait du bruit? Et là, je vais aller potasser le truc, réfléchir un peu. Soudain, je me rends compte de ce que c'est. Waouh, ça m'émerveille. Et ce petit moment-là, je le capte vraiment. Moi, parfois, je me le note. Je me prends mon smartphone et j'écris ce souvenir du moment où on s'est rendu compte que pourquoi ça faisait du bruit quand on tape avec une main. Et c'est ça que je vais essayer de retransmettre. Et ça fonctionne hyper bien. C'est-à-dire que si on arrive à transmettre aux gens cette illumination qu'on a eu nous-mêmes soudain en se rendant compte, waouh, mes 2 degrés, c'est une moyenne, mais c'est pas un écart type. En gros, c'est pas une variation. Et ben, ça, le retransmettre, c'est hyper précieux. Un des autres sujets, aujourd'hui, on est noyé de contenu, notamment vous qui publiez beaucoup sur les réseaux sociaux. Comment on fait pour capter l'attention? Est-ce que c'est la mère de toutes les batailles quand on fait de la vulgarisation en ligne? Ah, en ligne? Oui. Ah bah oui, en ligne, on n'a plus le choix. C'est-à-dire qu'en ligne, maintenant, l'essentiel de la consommation en ligne, il suffit de regarder autour de soi dans un métro, par exemple, c'est des gens qui swipent sur un réseau en vertical, des petites vidéos les unes après les autres. Et ils sont à peu près à ce rythme-là. Donc si on n'a pas capté l'attention à peu près dans les 4 premières secondes, je pense qu'on a perdu. Mais il y a un double enjeu, c'est de capter pendant les 4 premières secondes et ensuite de maintenir cette attention. C'est-à-dire que les gens restent pendant, alors on va parler de chiffres ridicules, mais s'ils restent pendant 3 minutes, c'est déjà un record absolu sur ces réseaux. Et donc ça, c'est l'enjeu, mais sur ce format très spécifique. Donc moi, sur ce format très spécifique de 2-3 minutes que je m'amuse à faire sur les réseaux sociaux, mon enjeu, c'est capter l'attention dans les 4 premières secondes et ensuite essayer de ne pas la perdre pendant 2-3 minutes en allant quand même un peu loin dans les raisonnements de ce que je peux en 3 minutes. C'est pas du tout le même jeu si j'ai une conférence grand public, par exemple, où là, je vais avoir un petit enjeu de début, mais ça va être surtout de les tenir sur un temps long. Et de tenir un public sur 1 heure, c'est pas la même chose que 3 minutes. Donc on n'est pas dans la même énergie, pas dans la même façon de faire. Clairement, sur les réseaux sociaux, tout se joue dans les 4 premières secondes. Et c'était pas le cas il y a encore 2 ans. Quand on croise un chercheur en physique quantique, on se dit que c'est l'antithèse de TikTok ou des vidéos extrêmement courtes sur Instagram ou sur YouTube. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans les réseaux sociaux ? Ouais, moi je déteste les réseaux sociaux. J'avais pas du tout envie de me lancer dans les réseaux sociaux. Mais ça faisait partie de deux objectifs. Il y en avait un, c'est nous, on veut explorer tous les formats dans mon équipe. Donc on pouvait pas snobber le format réseau social juste parce qu'on l'aimait pas. Donc on s'est dit, il faut essayer exactement comme on essaye d'autres formats et on va voir ce qui se passe. Donc on s'est dit juste à titre d'essai, on va aller sur TikTok, qui était vraiment la plateforme à l'époque, la seule à faire ce truc de balayage abominable. Et je vais essayer de raconter quelque chose. Et à l'époque, on s'était dit en 1 minute. Donc mes premières vidéos, elles durent moins d'1 minute 30. Et je me dis, qu'est-ce que je suis capable de raconter en 1 minute 30 et jusqu'où je suis capable d'aller? Est-ce que je peux raconter une équation en 1 minute 30? Est-ce que je peux raconter un article de recherche en 1 minute 30? Et donc voilà, je me suis pris au jeu. Et puis l'autre enjeu, c'était de toucher les jeunes. Alors là, les chiffres sont assez simples, mais en gros, sur TikTok, par exemple, mon auditoire, les gens qui me suivent ou qui sont abonnés à moi, les 2 tiers ont moins de 25 ans. Sur Facebook, les 2 tiers ont plus de 35 ans. Donc je m'étais dit, si je veux toucher des publics d'âge différents, et en particulier ce public jeune qui est quand même difficile à toucher, sauf si on va dans les lycées, TikTok, c'est l'endroit où il faut être. 75%, je crois, des 18-25 ans ont TikTok de façon active. Et donc on y a été, et là, il y a eu des bonnes surprises. C'est-à-dire que c'était tout ce qu'on m'avait dit à l'avance était faux, et j'ai eu que des surprises en essayant moi-même. Donc la morale, c'est qu'il faut essayer et se rendre compte comment ça marche pour soi. Moi, j'ai eu tout de suite un auditoire assez important. Les commentaires ont tout de suite été assez bienveillants et sans du tout aller dans le trash, les gens argumentant entre eux, de façon parfois un peu stérile, mais plutôt sympathique. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais raconter énormément de choses en 1 ou 2 minutes. Alors, je parle vite, c'est ma force, mais qu'en fait, les 2 minutes, c'était pas si limitant. Maintenant, je pousse le truc à aller voir des collègues dans les labos et à raconter leurs labos et leurs recherches en 2 minutes, chez eux. Donc, ça n'a aucun sens. Et en fait, on peut arriver à dire pas mal de choses en 2-3 minutes. Et puis pareil, on m'avait dit, il y a certains trucs qui vont pas marcher, d'autres qui vont marcher, et c'était à chaque fois l'inverse. Et puis moi-même, quand je fais des vidéos à l'avance, j'essaye de parier si ça va marcher ou pas marcher. Et 3 ans après le début de cette aventure, je suis incapable de prévoir les vidéos qui vont marcher ou pas. Et j'ai essayé avec d'autres collègues, on essaye de parier avant l'été les vidéos qui vont marcher ou pas, que j'ai fait un peu à l'avance. On n'est pas capable de le savoir. Donc, j'ai pas une bonne science de ça. C'est pas du tout prédictif. Je dis juste, il faut essayer pour se rendre compte. Et pareil, essayer plein de choses différentes. Et moi, j'ai essayé plein de formats différents dans mes 2 minutes imposées. Vous, quand vous réfléchissez à la place que vous avez dans la vulgarisation, est-ce que, on parle beaucoup de l'enthousiasme et moi, le sentiment que j'en ai, c'est que par exemple, Fred et Jamy, ils ont marqué toute une génération et qu'il y a plein de gens qui ont voulu faire des sciences en les regardant. Est-ce que vous mettez dans ce sillon-là? Est-ce que vous pensez que vous
en fait, votre travail, il permet de faire que les gens s'intéressent aux sciences plus que le chat de Schrödinger. Ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Alors, et là, je vais redevenir scientifique. C'est-à-dire qu'il me faudrait une vraie étude scientifique pour dire si ça marche ou pas. J'ai plein de témoignages sur les réseaux sociaux, notamment, qui me disent j'ai été faire une thèse ou de la physique grâce à vous. Je vous ai entendu parler il y a quelques années dans une conférence, etc. Mais ça, c'est de l'ordre du témoignage. Donc, ça n'a pas de valeur. Fred et Jamy, eux, il y avait un impact aussi parce qu'ils avaient une sorte de presque monopole à la télé de l'émission scientifique et puis qu'on va remettre dans toutes les classes. C'est-à-dire qu'ils ont eu un impact aussi à travers le monde scolaire hallucinant, à travers les DVD. Donc moi, je suis très très loin de tout ça. Et puis, je trouve que là, maintenant, on est surtout... je suis plus tout seul, quoi. C'est-à-dire qu'on est tout un nombre de vulgarisatrices et vulgarisateurs. Alors, je suis un peu unique dans le côté universitaire, on va dire. Ça, c'est vrai. Il n'y en a pas beaucoup qui vont se coller aux réseaux sociaux parce qu'on n'aime pas ça. Mais il y a quand même toute une génération, d'abord de youtubeurs et puis maintenant de vidéastes sur tous les canaux possibles, qui font un boulot formidable, qui sont pas scientifiques comme moi, mais qui ont souvent parfois une formation scientifique et qui font un travail de vulgarisation hyper varié, hyper divers, et puis aussi à l'international. Donc moi, je crois beaucoup à ça et je suis pas du tout sûr que je joue un rôle particulier là-dedans. Je suis une des voies possibles et une des façons possibles de rentrer dans ce monde-là. Est-ce que vous avez l'impression, sur les réseaux sociaux en particulier, enfin, j'ai l'impression que vous y êtes allé parce que simplement les jeunes y étaient, que c'était une manière de toucher les jeunes. Est-ce que vous avez l'impression qu'il n'y a pas une sorte de bataille culturelle parce qu'on voit, par exemple, sur les questions climatiques, il y a énormément de contenu climato-sceptique. Je suppose qu'il y a beaucoup de choses aussi sur les pseudosciences. On voit beaucoup, je sais pas, sur la médecine quantique, je ne sais pas à quel point il y en a, mais je le présuppose. Est-ce que vous avez l'impression qu'il s'y joue une bataille culturelle et que, en gros, les tenants de la science doivent aussi s'engager sur ce créneau-là? Alors c'est compliqué parce qu'une bataille, c'est qu'il y a deux opposants qui sont sur un terrain de bataille. Et là, le système des bulles fait qu'on n'est pas dans les mêmes bulles. C'est-à-dire que je pense, je ne suis pas sûr, mais je vois bien, moi en tous les cas, étant abonné aux réseaux sociaux, ce que les réseaux sociaux me proposent. Ils ne me proposent pas grand-chose de climato-sceptique, par exemple, parce qu'ils ont bien compris qui j'étais, donc ils me proposent que des choses que j'aime bien. Et donc l'enjeu, c'est même pas ce combat, c'est d'être dans l'arène. Et donc moi, un des trucs que j'essaye de faire et qui est pas simple du tout, c'est que les gens qui sont justement peut-être à convaincre, qui sont justement peut-être opposés à moi, continuent quand même à me suivre. Je me suis posé beaucoup cette question dans une ou deux vidéos où je me suis engagé. Je me suis engagé au moment des élections présidentielles, législatives, je ne sais plus, et puis je me suis engagé à un autre moment au moment des attaques de Trump contre la science. Et là, je me suis dit, mince, si tout le monde se désabonne des bulles que moi j'essaie de toucher et qui sont encore plus dans leurs bulles, je perds un peu. Enfin voilà, j'ai ce truc où je suis toujours tiraillé dans le côté, j'aimerais vraiment dire ce que je pense, mais à un moment donné, je veux pas perdre les gens qui vont avoir l'habitude de suivre plutôt des chaînes complotistes, par exemple, ou climato-sceptiques, et j'ai besoin qu'ils entendent ma parole. Mais je pense que la difficulté des réseaux sociaux par rapport aux médias traditionnels, c'est qu'on n'est même pas dans la même arène. C'est-à-dire que je ne pense pas que les gens qui me suivent en même temps un Michel Onfray, par exemple. Mais je ne suis pas sûr, ça je ne sais pas. Sur les sujets climatiques ou sur les sujets pseudosciences, est-ce que, en fait, c'est... Enfin, moi, je me suis longtemps posé la question et je n'ai pas la réponse. Est-ce que c'est à des universitaires, des scientifiques de renom, de venir expliquer que non, la Terre n'était pas plate, par exemple, ou que les traînées de condensation, c'était pas des armes chimiques. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est votre rôle de faire ce type de debunk? Ben, si on ne le fait pas, qui va le faire? C'est-à-dire que la première étape, c'est nous. C'est-à-dire que c'est, là je le vois bien, dans les sujets moi, que je traite actuellement, c'est des sujets où quand même je vais aller à la source, je lire l'article dans Nature, dans Science, il n'y a pas énormément, de toute façon il y a de moins en moins de journalistes scientifiques en France, et tous les revues, les journaux et les médias de vulgarisation scientifique sont quand même en voie de disparition en France, donc à un moment donné il faut occuper le terrain. Et moi je sais que sur mon domaine à moi en particulier et mon expertise très spécifique, je sais en gros comprendre certains objets que je vais pouvoir aller raconter au grand public, et il n'y a pas beaucoup d'autres gens qui vont le faire à ma place. Donc à un moment donné on a besoin de s'y coller, on a besoin d'y être. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut que tous les universitaires y soient, et réciproquement ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plein de places pour les non-universitaires. Mais si on va aller toucher des sujets de pointe, il y a cet enjeu-là. Après la question derrière, c'est est-ce que mon statut fait qu'on va peut-être plus m'écouter? Et là, j'y crois pas du tout, quoi. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans les gens qui m'écoutent qui savent que je suis professeur des universités, que j'ai une thèse, que j'ai une habilitation et que j'ai fait plein de recherches et autres. Et donc, je pense que c'est fini ce truc de l'expertise et puis le statut qui fait qu'on va plus nous écouter. Ça, vraiment, ça a beaucoup disparu quand même à nouveau au moment du Covid. Et donc, je suis pas sûr que c'est parce qu'on est universitaire qu'on va plus nous écouter. Mais je pense juste que nous, on peut apporter une parole peut-être un peu différente des autres et un peu plus experte sur des sujets très récents et de recherche récente. Sur les sujets très généralistes, je pense qu'on n'est pas meilleur que les autres. D'un point de vue juste sociétal, moi, je sais plus pourquoi, l'autre fois, je regardais la composition des assemblées à la Révolution et on voyait qu'il y avait Condorcet, Laplace, Monge, enfin, des grands scientifiques, des grands mathématiciens. On a l'impression que c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Chez les politiques, chez les élites économiques et particulièrement chez les journalistes qui ont fait des cursus scientifiques, il y en a très peu, c'est moi-même pas mon cas.
Est-ce qu'il y a un sujet vraiment de culture scientifique parmi les élites? On a l'impression qu'il y a ce double mouvement où, d'une part, les élites traditionnelles, disons, se sont détachées des sciences, et de l'autre part, les élites scientifiques se sont un peu extirpées de la société et justement ne vont plus dans l'arène, ne se mouillent plus sur les questions sociétales. Est-ce qu'il y a un sujet de culture scientifique globale chez les élites? Oui, il y a un énorme sujet de culture scientifique. Il y a eu quelques tentatives de former des gens à l'Assemblée à un moment donné ou de faire des binômes avec l'Académie des sciences, qui ne marchent pas très bien, hein, toutes ces tentatives. On peut avoir deux points de vue. Soit de se dire à un moment donné, il faut que les scientifiques s'engagent plus politiquement et aillent dans l'arène, mais ça marche pas, quoi. Il y a eu un Cédric Villani, en gros, ces dernières années, et puis pas beaucoup plus, quoi. Et il a pris beaucoup de coups. Il a pris beaucoup de coups. Moi, j'ai ma collègue Sylvie Retailleau, qui était doyenne dans ma faculté, qui est une physicienne aussi, qui est devenue ministre. C'est compliqué, quoi. Et c'est des gens qui prennent beaucoup de coups parce que ils sont pas câblés pour ça. C'est-à-dire que eux, ils ont quand même un truc de vérité scientifique qu'on va leur demander de tordre dans le monde politique, et c'est pas simple pour eux. Donc, soit ils deviennent vraiment politiques, soit ils veulent rester un peu scientifiques, et dans ces cas-là, ils vont repartir. Donc ça, c'est le premier point de vue. Le deuxième point de vue, c'est dire, OK, c'est un état de fait. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Donc l'idée, c'est de former les politiques à ces questions climatiques, à ces questions d'ordre de grandeur, à ces raisonnements scientifiques, et de trouver des manières de leur apporter cette expertise-là. Donc moi, je rêverais qu'on arrive à faire ça. À titre personnel, je ne l'ai jamais fait. J'ai jamais essayé de le faire. J'ai jamais approché des politiques pour leur dire est-ce qu'on peut essayer ensemble de faire des sessions de training, etc., ce qu'on fait avec nos propres étudiants. Mais je pense qu'il y a un vrai enjeu à essayer de développer ça et trouver surtout les modalités qui collent pour les politiques. C'est-à-dire juste leur dire venez suivre des cours pendant une semaine. On sait bien que ça ne marche pas juste avec leur emploi du temps. Donc un peu de la même manière que ça peut être fait avec des journalistes notamment, essayer à un moment donné de comprendre leurs pratiques, leurs enjeux et leurs emplois du temps pour essayer de voir où est-ce qu'on pourrait essayer d'amener à un moment donné un peu d'expertise et de formation. Ça peut avoir du sens. Mais je ne sais pas si ça les intéresse. On a souvent l'idée qu'il y a les gens ont plus d'intérêt pour la science. Vous, vos conférences sont pleines, vos vidéos font des centaines de milliers de vues. Du coup, je suppose que c'est une question sur laquelle vous êtes profondément pas d'accord. On voit un intérêt en fait pour les sciences. Oui, bien sûr. Puis tous les sondages. Alors là, vraiment, c'est statistique. C'est-à-dire qu'on demande aux gens ce qu'ils pensent de la science, est-ce qu'ils ont envie d'aller dans un musée de sciences, etc., etc. Bon, alors les gens ont envie d'être sympas dans les sondages, je pense, et d'avoir l'air intelligent. Mais j'ai jamais vu une tendance, en tous les cas structurelle, d'un désintérêt pour les sciences au fur et à mesure des années. Je dirais presque au contraire. Je veux dire, les enjeux justement sociétaux maintenant rejoignent tellement les enjeux scientifiques que je vois aucune bonne raison pour ça. Donc je crois qu'il faut bien distinguer. Quand on regarde le rapport qu'ont les gens avec la science, est-ce qu'ils sont intéressés par la chose scientifique potentiellement? Et est-ce qu'eux-mêmes ont des mauvais souvenirs éventuellement de leur cours scientifique? Et je pense que c'est ça. C'est-à-dire que moi, quand je parle de physique avec le grand public, très souvent, ce qui ressort, c'est « Ah, j'aurais bien aimé vous avoir comme prof de physique ». Sous-entendu, j'ai des très mauvais souvenirs de mes cours de physique. Et donc, je pense que c'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'on a une population qui, en dehors de ceux qui sont devenus scientifiques, garde de pas très bons souvenirs de la science à l'école, et donc garde ça en elle et associe un peu la science contemporaine à ce qu'elle a vu dans un cadre, par exemple, du lycée. Et donc j'ai l'impression que c'est ça contre lequel il faut lutter, mais moi je vois aucun signe d'affaiblissement ou de désintérêt vis-à-vis de la chose scientifique, et j'ai vu aucune donnée chiffrée qui confirme ça. Donc moi je me méfie beaucoup de cette fausse idée. Le problème, c'est que c'est une fausse idée que partagent les médias. Et donc moi j'ai entendu beaucoup de gens dans les chaînes, par exemple de télé nationale, à qui on a dit on peut pas mettre de programme scientifique, ça n'intéresse plus les gens. Et donc évidemment c'est un problème, parce que le truc se mord la queue. À partir du moment où on présuppose que les gens ne sont pas intéressés par la science, on leur propose moins de science, et donc ils en voient moins, et donc on voit bien qu'ils sont moins intéressés. Et bon, moi, sur les réseaux sociaux, quand même, j'ai plus d'1 million d'abonnés si je cumule un peu tous mes différents réseaux, et pour des trucs qui sont quand même hyper pointus. Donc ça veut bien dire que les gens se sont intéressés et que je dépasse vraiment le cercle des geeks purs qui sont intéressés par le chat de Schrödinger. Donc moi, je ne crois pas du tout au fait que la société dans son ensemble ne s'intéresserait pas à la chose scientifique. Ouais, moi, c'est très interpellant vos vidéos, parce que vraiment vous rentrez dans le dur, certaines, y compris sur les vidéos qui sont courtes. Et moi, je partage un peu la même chose. Je me souviens, j'avais fait une interview avec Gilles Rammstein, qui est un grand paléoclimatologue, et j'ai fait, tellement c'était complexe, j'ai fait un petit spoiler alerte au début en disant, bah écoutez, par rapport à d'habitude, on rentre vraiment un peu plus dans le dur, et j'ai été très surpris que ce soit une vidéo qui marche beaucoup. On a l'impression, en fait, de manière contre-intuitive, que la complexité, ça n'effraie pas les gens. Au contraire, ça permet de... Je ne sais pas si c'est de les stimuler, mais c'est le sentiment que j'en ai. Ouais, puis il y a un truc un peu satisfaisant intellectuellement de se dire on a côtoyé quelque chose de très complexe à un moment donné. On a pendant quelques minutes côtoyé ce qui se fait de plus moderne et de plus contemporain, par exemple, dans mon sujet, sur le sujet de la physique quantique. Et donc, moi, je crois à ça. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans mes conférences, sur un temps plus long de 1 heure, je vais vraiment aller sur les recherches les plus pointues, en reprenant les choses à la base, en ayant un langage simple et autres, mais sans hésiter à montrer le dernier data, la figure même, le truc vraiment affreux, ou l'équation du dernier article. Moi, je crois que les gens ont quand même une capacité de curiosité, même s'ils ne comprennent pas tout,
ils aiment bien être emmenés dans le voyage et à un moment donné voir les paysages, quoi. C'est-à-dire même si on comprend pas tout, voir la tête que ça a, je pense que ça intéresse les gens. Et nous, on a un grand plaisir dans pas mal de nos projets à aller montrer la matière scientifique elle-même, à vraiment montrer ce qu'il y a dans un laboratoire ou ce qu'il y a dans un article de recherche, et après montrer aux gens pourquoi c'est merveilleux, pourquoi c'est étrange, pourquoi c'est étonnant et comment s'en inspirer. Et donc moi, je crois pas au fait que c'est parce que c'est complexe que les gens viennent pas. Les gens parfois aiment ne pas tout comprendre. Et on reparlait de cette question, est-ce que la vulgarisation, c'est forcément comprendre? Non, parfois, à un moment donné, c'est montrer que c'est incompréhensible et que seulement certaines personnes dans le monde le comprennent. Mais côtoyer cette complexité, c'est un peu, je pense, la même expérience qu'on a parfois quand on va voir un peu d'art contemporain, où on voit un truc, on sent que ça nous échappe, mais on sent qu'il y a quelque chose de profond qui se joue et qu'on aimerait un peu comprendre, et on aimerait peut-être un interprète qui nous traduise ça. Et ben moi, je vois ça un peu pareil pour la recherche fondamentale. Vous êtes aussi enseignant, et c'était votre métier premier, enseignant-chercheur. On a le sentiment qu'il y a une forme d'austérité dans l'enseignement des sciences en France. Est-ce que c'est pareil, un sentiment que vous partagez? Et comment vous le... Et pourquoi on en est arrivé là? Est-ce qu'on se focalise trop sur la théorie, pas assez sur les expérimentations? Comment on arrive à un enseignement des sciences qui rebute beaucoup les étudiants? Oui, alors je vais essayer de ne pas faire des généralités là-dessus parce que je ne suis pas compétent pour ça. Moi, je connais mon monde universitaire en particulier où j'enseigne depuis 30 ans. On peut dire en général, d'abord que la science, c'est pas simple. La physique, c'est pas simple. Donc quand on veut l'enseigner, à un moment donné, c'est dur et il faut s'y coller. Et dans ce monde où quand même les choses doivent aller vite, doivent être faciles, doivent être simplifiées, etc., aller expliquer des équations, une démonstration de physique ou faire un TP ou autre un peu subtil, c'est pas simple. Donc c'est une matière pas simple. Alors, j'imagine que c'est vrai pour plein d'autres matières, mais quand même la physique a ça et qui fait que c'est dur à enseigner. Et donc moi, mes collègues qui enseignent au lycée, moi je suis très admiratif du boulot qu'ils font parce que c'est pas facile à enseigner comme matière. Maintenant, ceci étant dit, le constat c'est quand même que les gens n'aiment pas la physique par leurs souvenirs. Il y a eu un sondage terrible, on avait interrogé les gens à l'âge de 25 ans en leur demandant c'est quoi les 3 matières que vous préfériez au lycée. D'accord? Population générale. Et donc nous, on arrive en avant-dernier, je crois, la physique. Je crois qu'il y a le latin derrière nous à peu près. Une catastrophe. Et là, on pourrait dire, mais c'est parce que c'est complexe, mais les maths arrivent dans le haut du classement. Donc il y a quand même un truc avec la physique que les gens n'apprécient pas. Et il y a plein de raisons à ça, à mon avis. Alors on peut dire c'est parce que ça semble peut-être pas assez concret et quotidien, mais c'est pas vrai, hein. Les programmes ont beaucoup évolué pour montrer justement plein d'applications au quotidien. Peut-être parce que c'est trop dur, peut-être parce qu'on nous parle toujours de sens physique, mais c'est dur de l'avoir ce sens physique. Donc j'ai pas une bonne réponse à ça, mais comme toujours, moi j'essaie plutôt de traiter la question par la pratique, en me disant testons des choses nouvelles. Et donc à l'université en tous les cas, mais on l'a aussi un tout petit peu fait au lycée avec des collègues de profs de lycée. On essaye des façons nouvelles de faire. Alors moi, j'essaie pas de faire ça en général sur la physique. Je me suis choisi un cheval de bataille, c'est les TP, les travaux pratiques. Là, ce truc très ennuyeux où on est devant un oscilloscope à tourner les boutons en suivant un mode d'emploi, en essayant de trouver une courbe qu'on trouve pas en gros. Et c'est incroyable le TP parce que c'est vraiment la quintessence de ce que j'aime pas, c'est-à-dire un truc qui ressemble vraiment pas à ce qu'est en fait la vie dans un labo. Dans un labo, quand on est devant l'oscilloscope, on est tout excité, puis on va découvrir des choses incroyables et on n'a pas de mode d'emploi qui nous dit ce qu'on doit trouver à l'avance. Et donc je me suis dit, comment ramener ce plaisir que moi j'ai dans un laboratoire à faire des expériences au niveau d'un TP. Et donc ça fait 10 ans que je travaille à cette question avec mon collègue Frédéric Bouquet notamment, où on essaye de déconstruire le TP. Donc déjà on sort de la salle de TP, on va dehors, on va dans la rue, on va dans la forêt, on va dans des salles. On n'a plus l'oscilloscope, on utilise nos smartphones, on utilise de la ficelle, on utilise du règle, etc., etc. Et on invente aussi d'autres contraintes et d'autres façons de faire pour ramener en fait de la créativité et du plaisir. L'enjeu c'est de ramener du plaisir, alors sans être démago pour autant. C'est-à-dire qu'on ne veut pas renier le fait que c'est quand même difficile et qu'à la fin, il va y avoir des moments qui vont être sans plaisir, mais que quand même, il y a un plaisir à découvrir ce que la nature nous dit quand on la sonde. Et c'est quand même ça, la physique, à un moment donné. Et donc, nous, on a développé plein d'enseignements un peu innovants comme ça, où on teste plein de façons de faire, et puis qu'après, on essaie de refiler aux collègues un peu partout en France ou dans le monde, et puis qu'on essaie de partager aussi et de voir ce qui se fait à l'étranger, pour trouver d'autres façons de faire de la science aux gens sans renier le fait que c'est difficile et qu'à un moment donné, il faut en passer par des choses difficiles. Mais ça, c'est vrai aussi pour un cinéaste ou c'est vrai aussi quand on enseigne n'importe quelle matière, ou journaliste, hein, j'imagine, il y a des moments ingrats. Mais essayer de retrouver au moins au début l'espèce d'étincelle, l'espèce de plaisir que nous, on a quand on fait de la physique. Est-ce que vous parlez beaucoup d'expérimentation, de sortir, de mesurer? Est-ce que sur les questions climatiques, on peut faire ça? Est-ce que vous... C'est un bonheur. Là, pour le coup, on a le climat à portée de main. J'ai une collègue, Claire Marache, qui a fait un enseignement, par exemple, à l'université, enseignement du climat en 3e année. Donc, il commence avec les bilans carbone, les effets de serre, tous les trucs un peu théoriques. Et puis après, très vite, elle leur met une caméra infrarouge dans les mains. Elle leur dit, allez mesurer l'isolation de ce bâtiment. Ou elle leur dit, fabriquez-moi une brique en popcorn et mesurer son isolation thermique. Et soudain, les outils de la physique, ils sont merveilleux parce que c'est eux qui permettent de mesurer à un moment donné une température, à un moment donné une pression, à un moment donné un flux, à un moment donné la composition de l'air. Et donc, la physique est idéale pour mesurer. Nous, on fait ça alors sans orienter directement vers le climat. On dit à nos étudiants, allez, on va partir en forêt. Donc, on prend nos étudiants et on va en forêt pendant un jour. Et on leur dit, voilà, vous allez devoir faire de la physique en forêt. Vous n'avez plus d'oscilloscope, vous n'avez plus de labo, vous n'avez plus rien. Vous avez vos poches, on vous amène un peu de matériel de base, mais vraiment très cheap.
et vous allez devoir essayer de mesurer le monde qui vous entoure. Et ils se rendent compte en fait qu'ils peuvent mesurer plein de choses. Par exemple, on a des étudiants qui ont mesuré l'élasticité d'une toile d'araignée. On en a d'autres qui ont mesuré est-ce que les arbres absorbent le son. Est-ce qu'ils absorbent bien le son selon la densité de l'arbre? Est-ce que si je mets des arbres le long d'une autoroute, ça absorbe le son ou pas? Et soudain, on rejoint des vraies questions d'urbanisme et de climat, bien sûr. D'autres questions, c'était est-ce qu'on peut analyser la lumière qui nous passe à travers les feuillages? Et est-ce qu'avec ça, on peut faire de la physique? Ils se sont rendus compte qu'en regardant la forme des taches de lumière que crée un feuillage d'arbre, quand il y a le soleil au-dessus, on peut trouver la densité du soleil. Un truc incroyable, magnifique raisonnement de physicien. Mais donc finalement, c'est leur montrer qu'ils peuvent mesurer le monde qui les entoure, et donc ils peuvent soudain devenir en quelque sorte acteurs eux-mêmes pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et Claire, elle, ce qu'elle fait, c'est dans le bâtiment où ils enseignent, elle leur dit, bon allez, on va mesurer la qualité énergétique de ce bâtiment. On y va, on se lève, on va mesurer, on va tester, et quel protocole il faut mettre en place pour le faire. Et donc ils se rendent compte que soudain, la physique, c'est pas désincarné, c'est pas dans une salle de TP à mesurer une courbe qu'on a déjà connue depuis 100 ans, c'est mesurer le quotidien, et ça devient bien plus compliqué. C'est-à-dire que ce qu'on mesure, en général, on ne le comprend pas. Et ce qu'il y a de merveilleux pour eux, souvent, comme expérience, c'est non seulement de se rendre compte de ça, mais de se rendre compte que nous-mêmes, les profs, on ne comprend pas bien et qu'on a besoin de temps pour réfléchir, assimiler et recomprendre finalement ce que nous dit l'univers qui nous entoure à travers ces mesures de physique un peu frugales. Donc moi, je crois beaucoup à ça, à l'expérimentation dans notre quotidien du monde qui nous entoure. Et alors là, pour ça, on a un outil absolument merveilleux qui nous vient du ciel, c'est le smartphone. Parce que le smartphone, il est bourré de capteurs. Alors pas du tout à cause des physiciens, parce que juste quand vous le regardez comme ça ou comme ça, il faut que l'écran tourne. Donc qu'il sache dans quelle position il est. Puis quand vous regardez votre map, il faut qu'il sache où il est avec les GPS. Puis il a un micro, puis il a une caméra. C'est une merveille. Il a un magnétomètre pour voir où est le pôle Nord. Il y en a certains qui mesurent la pression. Et donc avec tout ça, et la pression, je crois que c'est quand on fait de l'alpinisme pour savoir l'altitude. Mais nous, pour ça, c'est des outils de physiciens formidables. Donc on a développé des enseignements entiers où on leur dit, vous n'avez droit qu'à votre smartphone pour faire des mesures de sciences sophistiquées. Et ils se rendent compte qu'ils peuvent mesurer des choses formidables. Et le fait que ça soit un smartphone fait que soudain, on peut le lâcher par la fenêtre, on peut lui faire subir des choses incroyables, on peut le mettre dans un panier à salade. Et donc on peut en quelque sorte réincarner le quotidien avec de la mesure de physique. Moi j'avais beaucoup fait ça pendant le confinement. Au moment où il y avait eu le confinement, 10 jours après le début du confinement, des profs de physique m'avaient écrit en me disant on ne sait pas quoi faire de nos élèves. Et donc j'avais fait des conférences confinées de chez moi, où j'étais coincé chez moi dans mon appartement parisien, et où avec un smartphone, je mesurais plein de trucs partout, dans ma salle de bain, dans ma cuisine et autres, pour montrer aux gens qu'on peut s'emparer de notre quotidien. Moi, il y a une expérience qui m'a beaucoup marqué sur... C'était un média qui avait fait ça, un média allemand, je crois, qui avait mis un aquarium avec de l'eau froide, avec de l'eau chaude ou tiède, et qui mettait un glaçon et qui montrait, alors je serais bien en peine d'expliquer, mais on voyait qu'un courant se formait, et en gros, ils expliquaient les courants marins, la différence de chaleur qui faisait qu'il y avait des courants marins sur Terre. Est-ce que vous, encore une fois, c'est du ressenti, mais avec vos étudiants, vous avez l'impression que quand vous faites ce type d'expérience, ce type de sortie, ça les marque plus que si vous aviez fait un cours magistral en classe? Le problème, c'est que si je veux former des physiciens, je ne peux pas me contenter juste de on va aller mesurer la nature. À un moment donné, on passe aussi par des enjeux de modélisation et de théorie. Et donc, il faut jouer avec les deux, intelligemment. Une partie qui va enthousiasmer, comme vous dites, évidemment, de voir l'expérience et surtout de la faire soi-même, c'est bien plus fort que toute autre expérience. Et à un moment donné aussi, passer par une partie de modélisation et de compréhension théorique de ces enjeux-là. Donc il faut jongler un petit peu entre les deux. Moi, mon sentiment, c'est que très clairement, au moins en France, on a énormément mis du poids sur la théorie et les modélisations plutôt que les expériences. Et je pense pour des raisons non seulement culturelles, mais aussi pratiques. Parce que c'est pas simple de faire un TP à beaucoup d'étudiants, que ça coûte cher, que c'est compliqué à encadrer en termes de matériel, etc., etc. Et donc ça donne une vision déformée de la science, en particulier de la physique, qu'on imagine être hyper théorique, alors qu'en fait c'est essentiellement des expériences et un peu aussi de modélisation. Et donc nous on essaie juste de ramener la balance comme ça et de redonner en quelque sorte sa gloire à l'acte de l'expérimentateur, au fait de mesurer le réel. D'un point de vue sociétal, on a l'impression que la liberté académique et scientifique se rabougrit dans de nombreux pays. Alors, c'est évidemment le cas avec les États-Unis de Trump. Quel est le sentiment, vous parlez en votre nom, mais de la communauté scientifique? Est-ce que vous sentez qu'aujourd'hui, la science est menacée? La science aux États-Unis, bien sûr, mais dans le reste du monde, est-ce qu'il y a une préoccupation importante des scientifiques à ce niveau-là? C'est compliqué de répondre de façon générale et au nom de toute une communauté. Vous avez vu, je suis prudent comme un scientifique. En fait, il y a deux types de menaces. Il y a la menace absolument directe et frontale. Trump, c'est un bon exemple. Il va censurer certains programmes de recherche. Il va virer un certain nombre de personnes des agences fédérales sur certains sujets. Donc voilà, là, il dit on ferme la boutique, tout simplement. Donc là, on le voit. C'est immédiat, c'est évident. Et ça fout la trouille à tout le monde. Et je pense que ça fait peur à notre communauté, notamment si certains partis politiques qui sont proches des idéologies de Trump, mais qui sont en France, prennent le pouvoir à l'extrême droite. On a un petit peu peur, évidemment, qu'un certain nombre de sujets de recherche, et même la recherche fondamentale en général, soient menacés. Donc ça, c'est un premier sentiment. Après, il y a un autre sentiment un peu plus compliqué à faire passer, qui peut sembler un peu corporatiste, c'est qu'il y a deux
manières pour un politique de jouer sur la recherche. Il y a la manière brutale à la Trump, puis il y a la manière un peu plus insidieuse qui est de dire on va privilégier certains programmes, on va faire des appels à projets sur certaines thématiques. Et donc de ne pas aller trop vers ce qu'on appelle nous des financements blancs, c'est-à-dire on donne juste de l'argent en disant aux gens suivez votre curiosité, mais on va leur dire on préférait que vous cherchiez en ce moment sur l'intelligence artificielle parce que c'est un vrai enjeu. Et ça a du sens d'avoir des politiques scientifiques à l'échelle nationale. Mais je pense que du côté en tous les cas de la recherche fondamentale, il y a une vraie peur depuis des années des chercheurs qui voient vraiment cette tendance très forte à tout emmener sur des projets qui sont sur des échelles de temps courtes et sur des sujets très spécifiques, et donc qui forcent un petit peu la main. Dans mon champ même, il y a énormément d'argent qui est mis sur les ordinateurs quantiques en ce moment, mais cet argent, il ne va pas forcément sur les autres sujets de la quantique qui, à mon avis, sont aussi importants et passionnants pour le futur. Et donc voilà, cette injonction, elle est souvent en plus associée à des enjeux technologiques, technoscientistes, solutionnistes, etc., et très politiques. Et ça, c'est plus insidieux, et je pense que ça nous menace tout autant. Et donc moi, je suis pour défendre qu'on garde quand même des investissements suffisants sur la recherche fondamentale non ciblée, sur des sujets où on suit un petit peu la curiosité et l'instinct des chercheuses et chercheurs et on les fait confiance parce qu'on les a recrutés et qu'ils ont bien été formés pour ça, et qu'on ne soit pas que sur des trucs très ciblés et qui ne marchent pas souvent très bien parce qu'en plus ils sont trop court-termistes. Et donc si on revient à mon travail de vulgarisation, moi j'ai tout un boulot de vulgarisation qui n'est pas de dire ça au public, mais qui est de leur montrer plein d'exemples de recherches qui sont faites dans le passé juste sur des intuitions, de la curiosité, et pas du tout guidées par un programme, et sensibiliser les gens aussi à l'échelle de temps. L'échelle de temps de la recherche, elle est très très longue, pour que les gens comprennent ensuite politiquement ce que ça veut dire. Le jour où je vais leur dire, là, les politiques font n'importe quoi avec nous, qu'ils comprennent ça. Donc moi, j'ai toujours ce truc en amont d'essayer de faire comprendre aux gens qu'une recherche fondamentale qui va fonctionner bien dans un pays, qui va bien former, qui va faire des belles découvertes, mais il faut lui laisser un peu d'autonomie, il faut lui laisser les moyens de travailler sans la guider et lui dire, il faut que tu nous trouves une nouvelle intelligence artificielle pour après-demain. Ça, c'est intéressant, je trouve, la question de l'échelle de temps, et j'ai l'impression que c'est ce qui n'a pas forcément très bien fonctionné dans l'approche au moment du Covid, c'est qu'on confond beaucoup la recherche et la science, et que cette confusion, elle a discrédité beaucoup le monde scientifique. Ouais. Elle n'est pas simple, cette distinction à faire, parce que c'est les mêmes personnes qui vont être les personnes les plus expertes scientifiquement à l'Académie des sciences, en enseignement, etc., et qui eux-mêmes mènent des recherches à la pointe où là, on n'est pas encore sûr. Et donc cet enjeu de distinguer la frontière où on est en train d'essayer de chercher, et on a des tas de processus de validation entre nous, mais on n'a pas encore une connaissance stabilisée, et puis tout ce qu'on connaît d'avant, en gros il y a plus de 10-15 ans, où là c'est parfaitement stabilisé, trié, et on sait ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai scientifiquement, et il faut éduquer le public à ça, il faut leur faire comprendre ça en prenant des exemples. Et ça, c'est vrai que c'est un gros enjeu actuel. Et vous parliez tout à l'heure je sais pas, j'ai cru comprendre qu'il y avait de la sérendipité dans l'histoire. Vous parliez d'exemples historiques qui avaient été intéressants justement parce qu'ils travaillaient sur la curiosité des chercheurs. Est-ce que vous en avez des exemples à nous donner ? D'abord, moi, je ne crois pas du tout à la sérendipité. Pareil, ça c'est une fausse idée qu'il faut beaucoup. Donc sérendipité, pour les gens qui ne savent pas, c'est cette espèce de hasard heureux où soudain, à un moment donné, il va y avoir un truc qui va tomber ou quelque chose qui va se passer dans le laboratoire ou autre, et soudain, on va capter quelque chose qui va nous emmener vers une piste inattendue. Je ne sais pas si vous êtes d'accord à peu près avec cette définition. Si on cherche quelque chose et en fait, on trouve une application complètement différente. Voilà, soudain, alors, moi je crois beaucoup à l'inattendu. Donc si c'est la sérendipité au sens de l'inattendu, c'est-à-dire je cherchais et je découvre quelque chose que je n'avais pas prévu au départ, c'est le principe même de la recherche fondamentale, et ça c'est à répétition. Par contre, quand même, le hasard heureux, ça j'y crois moins. Alors pour l'avoir regardé, parce que plein de gens me disaient « Oh là là, mais quand même la science, ça fonctionne beaucoup par des hasards heureux, les découvertes. » Donc je me suis amusé à reprendre moi tous les prix Nobel de physique depuis 120 ans. Et alors vraiment, il n'y en a quasiment pas où il y a un hasard, quoi. C'est des types qui à chaque fois bossaient pendant 20 ans sur le même sujet et qui au bout de 20 ans ont fait la découverte qu'ils espéraient faire quand même. Alors parfois, ils ont eu de l'inattendu et c'était les bonnes personnes pour découvrir cet inattendu. Et le bon test, c'est de se dire « Mais ok, combien il y aurait eu d'autres personnes dans le monde au même moment s'il était arrivé la même chose qu'ils l'auraient vu passer ?» Et là, on se rend compte que non, ils étaient que 2 ou 3 en réalité. Donc voilà, donc ça c'est l'idée générale. Alors maintenant, sur cette question de quelle belle recherche fondamentale a mené à une belle découverte qui à l'époque avait l'air de servir à rien, était juste menée par la curiosité des chercheurs, à peu près tous les prix Nobel, c'était ça. Si je prends les plus récents, Anne Lhuillier, l'année dernière, merveilleuse physicienne qui était à Saclay à l'époque, qui est maintenant en Suède, et qui, elle, s'intéressait à comment de la lumière tapait sur des gaz et comment ça interagissait. Puis elle avait à un moment donné un effet étrange, quand elle envoyait un rayon laser infrarouge, ça avait l'air d'exciter le truc et de cracher une lumière un peu anormale. Donc là, c'est inattendu, mais là, elle ne l'a pas laissé passer. Elle s'est dit, ok, on va aller espionner cette lumière, essayer de l'analyser. Elle l'analyse, elle voit qu'elle a des harmoniques très étranges, elle la capture, elle machin, et puis elle met 2 ans à essayer de comprendre le modèle théorique, et elle se rend compte qu'elle vient d'inventer un outil qui permet de faire des impulsions de lumière les plus courtes au monde qu'on ait jamais faites. Incroyable, des milliardièmes de seconde. Et avec ça, elle va ouvrir tout un champ de recherche fabuleux de gens qui maintenant utilisent ça pour faire des sortes de petites caméras pour mesurer les atomes à des échelles de temps qu'on ne savait pas mesurer avant. Mais elle, au début, elle s'intéressait au gaz et comment l'infrarouge tapait dans des gaz. Presque des questions liées au climat. Donc, on voit bien que là, c'est quelqu'un qui se laisse emmener par sa curiosité. Il n'y avait aucune application en jeu, aucun projet à court terme qui allait dire on veut trouver ça à telle échéance et autre.
Mais son institution lui a dit à un moment donné, ça a l'air intéressant, continue. Et en 10 ans, finalement, elle a capturé le sujet et elle a eu un prix Nobel à la clé. Autre exemple, l'année d'avant, Alain Aspect, un autre Français, qui lui s'intéressait à un problème hyper théorique qui intéressait que 4 personnes au monde, qui était l'intrication quantique. Dont vous. Je n'étais pas né, mais, ou presque, mais oui, dont moi. Et donc on est dans les années 80, et il arrive à envoyer 2 grains de lumière aux 2 bouts de son labo à 12 mètres de distance, et à se rendre compte qu'ils sont reliés par des liens un peu étranges, on appelle ça l'intrication. Et à l'époque, lui-même a témoigné après coup qu'il pensait que ça servait à rien, c'était juste un plaisir de confirmer un modèle théorique par rapport à un autre sur un débat qu'il y avait chez quelques physiciens. Et il se trouve que 15-20 ans après, ça a débouché sur toute l'informatique quantique, tous les capteurs quantiques, toute la cryptographie quantique. Mais personne ne pensait à l'époque que ça pouvait servir à quoi que ce soit. C'était juste un plaisir intellectuel de chercheurs qui étaient curieux de cette question-là. Et ce qu'il dit très bien lui-même, c'est que le CNRS a accepté de le financer pendant 10 ans pour faire ça, et n'a pas publié grand-chose pendant 10 ans pour arriver à faire finalement cette expérience-là qui a ouvert tout ce champ de recherche, mais qui l'a ouvert 30 ans après. Et il a eu le prix Nobel depuis. Mais donc on voit ces échelles de temps. C'est-à-dire que si à l'époque on lui avait demandé de déposer un brevet, de faire une découverte utile, il aurait mis tout ça à la poubelle. C'est là on voit la différence avec la recherche telle qu'elle se pratique aujourd'hui. On a le sentiment, moi qui interviewe beaucoup de chercheurs, que leur métier consiste principalement à aller chercher de l'argent et à devoir publier constamment sous peine de ne pas avoir de crédit. Il y a une intranquillité chez les chercheurs qui sont un peu pressurisés à ce niveau-là. Oui, il y a eu une claire dérive dans ces dernières années sur le format appel à projet, qu'on a hérité pas mal des Américains, il faut bien le dire, où c'est, voilà, on va vous demander ce que vous allez faire dans les 4-5 ans à venir et vous donner ou pas de l'argent pour faire ça. Mais évidemment, dès le début, on ne sait pas ce qu'on va faire dans les 4-5 ans, c'est le principe même de la recherche. Donc parfois, on triche un peu, on utilise des résultats qu'on a déjà ou qu'on est en train d'avoir pour dire on pense qu'on va obtenir ça et ça et ça. Et il y a eu des dérives là-dessus, de ne pas juste dire aux gens, ben, ok, dites-nous ce que vous avez fait avant et pourquoi vous êtes curieux et qu'est-ce qui vous intéresse globalement et on vous donne de l'argent et on vous fait confiance, ce qui était le cas avant. Et il y a cette échelle de temps qui nous revient à la tête, qui est que 4 ans, c'est pas assez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un vrai programme de recherche, si on veut lancer une recherche nouvelle, il faut 10 ans pour voir si ça valait le coup ou pas. Et c'est compliqué dans nos échelles de temps actuelles de notre société de dire on va parier sur quelqu'un pendant 10 ans et lui donner l'argent pour travailler et faire ce qu'il faut. Et puis en plus, il y a ce truc de l'excellence quand même qui a été surjoué. Moi-même, j'en ai bénéficié, donc je ne peux pas non plus complètement cracher dans la soupe, mais qui était on ne va pas donner pareil à tout le monde, on va vraiment trouver ceux qui sont très bons et eux, on va leur donner beaucoup d'argent parce que c'est eux qui vont nous faire les grandes découvertes et pas les autres. Et ça, c'est quand même oublier que la recherche, c'est quand même un truc très collectif. Et même s'il y a quelques individualités, j'ai parlé de Anne Lullier ou d'Alain Aspect qui sont sortis, ils ne seraient jamais sortis seuls. Alain, il a fait son travail parce qu'il y avait tout l'institut d'optique derrière et tout un terreau de chercheuses et de chercheurs qui avaient développé les lasers, les détecteurs, etc. et qui l'ont permis de faire ça et qui l'ont accompagné dans ce travail. Donc on est vraiment, c'est l'expression de Darwin, sur les épaules d'un géant. Mais il y a ce truc qui est qu'à un moment donné, c'est tous ensemble, y compris ceux qui ont peut-être des résultats moins brillants, qui allons construire quelque chose de collectivement dont une personne, à un moment donné, peut-être un peu maligne, peut-être un peu géniale, peut-être un peu forte, va bénéficier et pouvoir faire la découverte qui ensuite va relancer tout ça. Et moi, j'aime bien vraiment voir ça comme plein de petites briques qu'on rajoute les unes aux autres. Elles n'ont pas toutes la même taille, mais si à un moment donné, il n'y a pas ces briques, on n'a pas la dernière personne qui nous fait la découverte géniale. Oui, ou des gens qui sont allés voir des fausses pistes et qui ont permis de gagner beaucoup de temps. On voit aujourd'hui, il y a des personnalités comme Michel Onfray, Idriss Aberkane, Didier Raoult, qui ont des centaines de milliers, voire des millions de vues, et qui, sur la question qui m'intéresse moi, le changement climatique, ont des propos complètement lunaires. Est-ce que la science, elle est menacée par cette ère de l'opinion ? Au début, j'aurais tendance à dire que non, parce que la science, elle a quand même ses institutions un peu solides, et eux, c'est des gens isolés qui vont avoir des succès médiatiques, mais qui, à un moment donné, vont pas être repris par l'institution. Alors, je me méfie un petit peu, parce que quand même, Didier Raoult, Emmanuel Macron est venu lui rendre visite à un moment donné, il lui a donné une vraie caution à un moment où il fallait pas. Et donc, il y a eu un glissement là, à ce moment-là. Mais sinon, toutes les autres personnes dont on parle, c'est des personnes quand même très isolées dans le champ intellectuel et puis dans le champ académique qui n'ont aucune existence. Et donc ça, c'est un bon critère. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi j'aime bien apprendre ça à mes étudiants. À mes étudiants, on a des cours où je leur apprends un peu la culture scientifique, mais aussi comment faire une biblio. Et donc voilà, ils ont plein de références qui leur arrivent sur Internet, comment trier et savoir ce qui est valable ou pas. Et à peu près en 2 clics, il suffit d'aller sur Google Scholar, on tape le nom et on voit si la personne a publié les dernières années dans des revues scientifiques et des revues académiques. Et si elle n'a rien publié, et si c'est juste des bouquins faits par la personne chez un éditeur, etc., elle n'est pas dans le champ scientifique. Je ne dis pas que ce qu'elle dit est vrai ou pas vrai. Je dis juste qu'elle n'est pas dans le champ scientifique. Donc si elle revendique d'avoir une parole scientifique sérieuse, elle est moins crédible que quelqu'un qui a vraiment des publications derrière lui et une réputation scientifique, on va dire. Donc ça, à peu près en 3 clics, on sait si quelqu'un est solide ou pas scientifiquement. Et puis l'autre dérive, c'est évidemment les gens qui sont solides scientifiquement, mais qui vont parler d'un sujet où ils ne sont pas solides et qui vont juste avoir un argument d'autorité. Et à un moment donné, il y avait le professeur Montagnier, qui était un prix Nobel merveilleux, j'imagine, dans le champ de la médecine, mais qui n'y connaissait rien en physique quantique et disait des choses en physique quantique avec l'argument d'autorité qu'il était prix Nobel. Mais bien sûr, il n'avait pas reçu son Nobel pour des travaux en physique quantique.
Et donc il y a ces glissements-là qui fait qu'il y a encore 10 ans, j'aurais dit non, c'est vraiment des micro-phénomènes qui n'ont aucune importance. Maintenant, avec l'amplitude que leur donnent les réseaux sociaux et les médias traditionnels, il faut bien le dire, parce que c'est des personnes médiatiques absolument exceptionnelles du point de vue des médias, et ces effets de foule qui font à un moment donné sortir des gens juste parce qu'ils sont très présents, je me méfierais un peu plus. Donc je ne sais pas avoir de gros jugements là-dessus. Est-ce que c'est très menaçant ou pas? J'en ai aucune idée. Il y a deux réactions à ce que vous venez de dire. La première, c'est effectivement les lobbies, on voit bien, ça a été bien analysé, elles cherchent à avoir l'effet blouse blanche, c'est-à-dire d'aller voir des scientifiques d'extrême qualité, des prix Nobel, mais les faire parler sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas, justement, pour avoir l'effet des blouse blanche sans être discrédité sur le sujet. Vous imaginez pas le nombre de partenariats qu'on me propose maintenant que je suis sur les réseaux sociaux pour aller parler de sujets auxquels je connais rien, mais avec l'argument blouse blanche. C'est-à-dire de me dire, voilà, on veut me donner beaucoup d'argent en me disant, venez sur notre bateau de croisière, par exemple, pour dire à quel point il est sobre écologiquement parce qu'on a de l'eau recyclée ou je sais quel argument machin, parce qu'eux sont pas dupes. Eux savent bien que moi, je suis, entre guillemets, universitaire, et donc si je dis cette chose-là, ça aura plus de poids que quelqu'un d'autre, et donc ils sont prêts à me payer de l'argent pour ça. Donc on voit bien que ces dérives, elles peuvent toucher le monde universitaire. Il y en a beaucoup. Ouais. Et l'autre sujet, effectivement, moi je vois, et c'est une de mes boussoles quand j'invite des gens et des scientifiques, si c'est d'autres, des militants, pas du tout, mais de regarder sur ResearchGate ou Google Scholar, de voir le nombre de publications, le nombre de citations. Mais juste pour l'anecdote, moi j'ai été, une fois je travaillais sur le lien entre la peste et le changement climatique. Aujourd'hui, on sait qu'en gros, l'origine de la peste, c'est qu'il y a eu des étés chauds et humides en Asie centrale, que ça a développé des rongeurs et qu'ils ont attrapé plus de puces qu'il y avait le bacille de la peste. Et dans la bibliographie, il y avait Raoul Ténol, je vois, c'était au moment du Covid ou juste après. Et effectivement, c'était Didier Raoult. Donc, je vais voir le profil ResearchGate. Et pour le coup, lui, il avait 100 000 citations. Et pour avoir un ordre de grandeur, typiquement, c'est quelque chose de faramineux pour un chercheur. Et du coup, on pouvait... Lui, je le classe dans une catégorie très à part, hein, très rare, mais qui peut faire beaucoup de dégâts. C'est les chercheurs qui, à un moment donné, ont fait un vrai travail académique et qui, soudain, ont dérivé et ont débloqué et sont partis vers autre chose. On en a quelques-uns, nous, dans notre champ. Par exemple, je pense à un prix Nobel, Brian Josephson, qui a fait des merveilleux travaux et qui, après, a dit que la physique quantique permettait de léviter, de faire des trucs complètement incroyables. Donc voilà, des gens qui, à un moment donné, ont dérivé, sont partis dans un truc très complotiste, très spécial, etc. Et continuent évidemment à bénéficier de leur réputation académique d'avant. Donc là, il faut aussi distinguer des périodes dans la vie, mais on peut, les scientifiques, c'est des humains, et donc ils peuvent aussi partir vers d'autres champs que le champ de la vraie rigueur scientifique, quoi. Oui, là-dessus, ce qui est intéressant, c'est le rôle de la communauté. Quand il y a entre guillemets un mouton qui s'égare, la communauté, elle doit jouer ce rôle de dire ce qui est de l'ordre de la science. Oui, et c'est pas simple pour une communauté, parce que c'est quoi la communauté? Si c'est la parole médiatique, c'est ce qu'on s'est dit ensemble, c'est qu'elle l'apporte pas. Il y a que 2-3 gus comme moi, par exemple, qui vont aller dans les réseaux sociaux ou les médias. Mais moi, par exemple, j'aime pas débattre dans les médias, donc je vais pas aller face à un Didier Raoult et puis je connais rien dans son domaine. Donc c'est pas simple pour les scientifiques de le faire eux-mêmes s'ils sont individuellement. Et collectivement, alors c'est quoi? C'est les sociétés savantes, mais elles n'ont pas beaucoup de poids en France. Les académies, elles essaient de faire le job de temps en temps, mais parfois il y a des dérives ou des problèmes parce qu'il y a des académiciens au sein de l'académie qui vont dire des choses divergentes. Les médias doivent aussi faire ce travail-là, mais c'est pas simple pour débunker entre guillemets un scientifique. Et on voit bien avec Didier Raoult les difficultés que ça a eu, parce que tout scientifique en plus qui s'attaquait à lui s'est pris des vagues de haine, de communautés qui pour le coup sont très soudées et très structurées autour, par exemple, de Didier Raoult. Moi, je vois bien ces communautés sur les commentaires sur les réseaux sociaux qui apparaissent sur 2-3 de mes vidéos, justement, et qui sont vraiment armées pour faire ça. C'est-à-dire, elles arrivent en bloc, elles débarquent au début, elles occupent tous les commentaires. Enfin, elles sont très bien structurées. Dernière question, moi, il y a une tribune qui m'avait marqué, je crois, il y a 2 ans, d'étudiants de Normal Sup qui disaient on ne veut plus faire de la recherche qui n'ait pas un sens. Alors, je ne sais plus comment il le qualifiait, mais en gros, sur les enjeux d'avenir, et en gros, on comprend le climat et les sujets afférents aussi à la technologie, etc. Est-ce que vous vous souvenez de cette étude? Est-ce que ça vous a marqué? Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que justement, vous pensez qu'il faut rester, que la recherche, elle doit se faire aussi par la curiosité, comme on l'a évoqué tout à l'heure, ou que vraiment, il va falloir que le monde de la recherche se focalise là sur la crise écologique qui menace la pérennité de l'espèce humaine? Alors c'est un sujet moi qui me tient beaucoup à cœur et sur lequel j'ai beaucoup réfléchi, notamment dans mon dernier bouquin où je traitais d'installations hyper extrêmes qui coûtent beaucoup de CO2, il faut bien le dire. Et justement, on en a fait un des sujets de l'équipe qu'on va mettre à l'Académie du climat, qui est une exposition qui s'appelle « Ça chauffe chez les scientifiques ». On attaque vraiment ce problème. C'est-à-dire d'abord comment la recherche pollue. Est-ce que la recherche peut aider ou pas? Ou est-ce qu'au contraire elle nuit? Est-ce qu'elle en fait elle amène des solutions technologiques qui font finalement des... Et notre point de vue là-dessus, c'était de se dire on va pas avoir un point de vue tranché, on va aller interroger les collègues.
Et donc, on a été interviewé plein de collègues, des gens qui étaient vraiment hyper impliqués dans ces questions de la recherche face à la crise climatique. Je pense par exemple à Labo 1.5. On a été interviewé Tamara, qui est à l'origine de Labo 1.5. Et puis aussi des collègues vraiment, une astrophysicienne, un physicien de la quantique, qui eux sont dans leur labo et manipulent des tas d'expériences incroyables au quotidien qui servent à rien pour le climat, au contraire, on va dire, et pour avoir leur point de vue. Et on s'est rendu compte que c'est compliqué, que ça traverse toute notre communauté, que ça crée des tensions, que ça crée des questionnements. Je vois même dans mon laboratoire, on s'est dit on va essayer de faire une charte pour juste un peu moins polluer. Est-ce qu'on diminue un peu le voyage en avion? Est-ce qu'on dit on va à moins de conférences? Mais dans ce cas-là, notre réputation est haute. Et donc, ça crée des débats hyper intéressants au milieu de la communauté scientifique et qui ont lieu de plus en plus en ce moment. Donc, je dirais que globalement, il y a une vraie prise de conscience de la communauté scientifique qu'on ne peut pas être neutre. Et la raison à ça, c'est pas du tout à cause de notre pouvoir polluant. En gros, c'est 0,5% de l'émission de CO2 en France, la recherche, toute la recherche. Donc, c'est pas énorme. Ouais, moi, je trouve pas ça énorme. Mais pour 0,5%, c'est voilà. Quand on regarde le nombre de centaines de milliers de personnes qui bossent dedans, par rapport à d'autres champs, on est vraiment ridicule. Si je prends par exemple, prenons un exemple plus concret, tiens, on se fait un ordre de grandeur, toute l'astrophysique dans le monde, tout, les observatoires, les satellites qu'on envoie dans l'espace, toutes les conférences, tous les laboratoires, c'est en gros en consommation en CO2 la ville d'Orléans. C'est beaucoup, mais c'est pas non plus incroyable. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête, qu'est-ce qu'on fait? Alors, moi, mon point de vue très personnel, je suis très partagé et j'évolue en permanence sur cette question-là. Donc, je pense pas la même chose qu'il y a 10 ans et que dans 10 ans. Moi, j'ai l'impression qu'il faut garder une petite bulle de recherche fondamentale qui sert à rien par rapport à la question du climat. Il faut la rendre quand même un peu plus sobre parce qu'on doit être exemplaire, parce que nous, si on a conscience des chiffres et qu'on fait rien, c'est un très mauvais exemple pour les autres. Mais il faut la garder parce que c'est ce qui fait quand même la grandeur de l'humanité pour moi, d'aller rechercher des choses juste pour repousser les frontières de nos connaissances. Maintenant, par ailleurs, il y a quand même un certain nombre de branches où il faut changer, où il faut réduire. Et puis, il y a peut-être des branches qu'il faut aller explorer, qu'on n'explore pas. Je pense notamment à une réflexion de Pablo Jensen, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup sur ces questions-là, qui lui a un avis très tranché. Et il dit notamment, la physique, elle pourrait vraiment aider à repenser tous nos processus industriels. Par exemple, lui, il dit qu'il faudrait faire des ateliers 2 tonnes de physique, ou physique 1 tonne. Et son truc, c'est très malin, c'est de dire, on ne va pas essayer d'être plus sobre dans les laboratoires, on va plutôt utiliser la physique pour trouver des manières de produire de façon plus sobre. Par exemple, est-ce qu'on pourrait être capable de refaire de la métallurgie, mais en chauffant moins et en émettant moins de CO2 et utiliser le pouvoir de la physique et de la recherche pour aller chercher des sujets de recherche où on pourrait trouver d'autres manières plus sobres de produire, par exemple, de l'énergie. Et ce n'est pas juste améliorer le rendement d'une cellule photovoltaïque. En tous les cas, c'est des mouvements qui traversent violemment nos sociétés scientifiques et nos groupes scientifiques. Est-ce qu'on continue sur les mêmes sujets? Est-ce qu'on arrête tout? Est-ce qu'on change de sujet? Mais si oui, pour bosser sur quel sujet? Et moi, le seul truc que je peux dire, c'est que nous, on essaie de produire des outils de vulgarisation comme cette expo notamment, pour faire discuter les collègues. Et cette expo, on en aura une très belle version avec des tipis en carton super classe qu'on va mettre à l'académie. Mais on en a aussi une petite version qu'on va essayer d'envoyer dans plein de labos pour faire discuter les gens un petit peu. Qu'est-ce qu'eux, ils pensent face à ces questions-là? Est-ce que vous avez vu des gens bifurquer, changer de sujet de recherche parce qu'ils trouvaient que c'était pas assez en phase avec les questions climatiques? Bien sûr, ou décrocher complètement. Arrêter, ne plus supporter de faire de la recherche qui ne servait à rien. Moi, j'ai des collègues qui ont arrêté et qui font plus que de l'enseignement ou des tâches administratives parce qu'ils n'arrivent plus à se motiver sur leur recherche dont ils ont l'impression qu'elle va servir, par exemple, des intérêts industriels ou techniques ou technologiques qui ne sont pas à la hauteur des enjeux ou qui, au contraire, vont même contre le climat. Donc ça, j'en ai connu beaucoup. Et évidemment, de plus en plus chez les jeunes. Et moi, mon point de vue, en tous les cas, par rapport aux collègues qui diraient, bon, mais continuons comme avant quand même, parce qu'on ne fait pas tant de mal que ça, c'est le nerf de la guerre, c'est quand même chez nous les étudiants. C'est-à-dire, si vous avez plus d'étudiants en thèse qui viennent bosser chez vous, à un moment donné, votre labo, il s'arrête. Et les jeunes, on sent bien quand même, il y en a quelques-uns qui ont cette question du sens chevillée au corps. Et donc, si on leur dit juste, on continue la physique comme avant, sans rien changer à nos façons de faire, et sans rien changer à nos sujets du tout, ou même en n'y réfléchissant pas du tout, on va avoir de moins en moins d'étudiantes et d'étudiants. Donc, pour moi, il y a un énorme enjeu en termes de vulgarisation et aussi en termes de pratique, à au moins réfléchir à ce qu'il faut faire, au moins y réfléchir. Julien Bobroff, un grand merci d'être venu au micro du Greenetter Club. Merci. À bientôt.